CKC 730 Montréal. À CKC 730, voici le commentaire de Jean Lapierre. Il est 7h02 exactement. Bonjour, Monsieur Lapierre. Bonjour, bonjour. Alors, la police a donné des détails hier concernant son opération contre la mafia. Ah, j'ai écouté cette conférence de presse et je suis encore abasourdi ce matin sur l'ampleur de l'opération. Et j'ai une petite note positive ce matin parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens dans la police qui ont pris des risques incroyables. Notamment les agents doubles. Notamment les agents doubles qui ont disparu de la circulation. Ils sont peut-être chez eux à nous écouter ce matin ou ailleurs. Une chose est certaine, ces gens-là ont pris des risques et ont droit à notre admiration parce que, on le sait, surtout quand tu es rendu à ce niveau-là, c'est plus facile d'arrêter un petit pocheur là, sur la rue que de se rendre à ce niveau-là dans le monde interlope. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'il faut reconnaître qu'ils ont fait une bonne job. Je ne sais pas comment est-ce que les tribunaux vont faire après ça avec ces gens-là et combien de succès ils vont avoir en cours. Mais entre-temps, on a porté tellement d'attention sur les bévues de policiers. Quand on a l'impression que c'est un bon coup, je pense qu'il faut le dire et les féliciter. Je te dirais particulièrement, puis je veux rien enlever aux autres corps de police, là, mais la GRC, dans les opérations de stupéfiants, ouais. On a déjà reçu ici en studio M. Gagnon, je pense qu'il s'appelle. Celui qui avait mis au point le bureau de change pas loin. Là. Oh, oui. Tu te souviens de ça? C'était bon, ça. Écoute, là, c'est un travail de patience. Et ça prend des petits génies pour pas se faire pogner. D'une part, et de la rigueur. Hey, et de la rigueur. C'est pas le temps de bâcler les affaires. Et non, et c'est pas là... C'est pas stupide quand tu penses qu'ils partent des compagnies de change et de import-export un peu partout à travers le monde pour que ça soit crédible. Imagine-toi la minutie que ça prend. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le gars qui déclare 5 000 de revenus. Ah oui. Qui se promène en Rolls-Royce. Oui, puis qui, je pense que les frais fixes sont de 47 000 par mois. Oui, pour son commerce de fleurs. Je pense qu'il n'aura pas fait des problèmes avec la GRC. Il va avoir des petits problèmes avec l'impôt bientôt, celui-là. Là. Mais tu sais que la mafia, Al Capone s'est fait attraper par l'impôt. Exactement. Alors, hein? Ouais, bon. Mais là, j'espère que l'impôt de ce temps-là, il a de l'air très, très actif chez les artistes. Paul Vincent dit qu'il est innocent. Ah oui. Ça, il y a bien du monde qu'on ne doute pas. Bon. Les hémophiles et le cover-up des politiciens. C'était ma journée de sensibilité hier, je pense. Quand j'ai vu les hémophiles aussi qui sont allés devant la Commission des droits de la personne, là, déposer des plaintes au nom des 130 qui sont déjà décédés, et que tu vois quelques-uns des 70 qui sont encore vivants, je pense que ça te rappelle encore plus l'urgence d'en arriver à un rapport de la Commission Craver, parce que si le gouvernement du Québec, notamment, et les autres gouvernements continuent leur procédurite, là, la plupart des gens qui sont affectés justement par ce scandale du sang contaminé ne seront plus là pour entendre les conclusions. Ben oui, le temps presse, et je pense que le meilleur témoignage était de voir ces hémophiles hier, encore une fois, de voir se battre pour avoir un peu de vérité sur ce qui va les emmener dans la mort. Et j'espère que les membres du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada ont vu ces gens-là qui ne seront peut-être plus là si les gouvernements continuent de niaiser. Est-ce que ça veut dire que le très sensible M. Bouchard participe, je vais dire, à la couillonnade entre politiciens? J'ai de la misère à le croire. Ça donne cette impression-là. Surtout à partir du moment où on sait ce qu'il a dit dans le passé à la Chambre des communes, et je suis certain que c'était fait d'abondance du cœur. Donc, la manière que j'ai vu les ministres de la Santé et de la Justice avant hier, j'ai l'impression qu'il a sévi, mais il va falloir que ça presse plus que ça, parce que je regardais ces gens-là hier, encore une fois, le temps presse pour ces gens-là, qui, eux, n'auront pas le loisir de lire les conclusions si on continue à niaiser. Des anglophones qui menacent de boycotter Eaton, l'Abbé et les grands magasins de l'ouest de l'île. Ouais. Là, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils n'ont pas le timing, pas du tout, comme dirait quelqu'un. Une chose est certaine, là, ces gens-là, là, c'est un groupe de nostalgiques, là, ont tellement pas le timing. Imagine-toi, c'est à la veille, à quelques jours du Conseil national du PQ, où Lucien Bouchard essaie de justifier une position raisonnable en matière de langue. Et là, n'importe quel Canadien français qui voit ça se dit, écoute donc, là, on lui donne un pouce puis il veut un pied. Et ça, je trouve ça triste. D'ailleurs, on me dit que le bureau de Daniel Johnson a essayé d'intervenir pour les empêcher de faire ces niaiseries-là. Et quand ils vont réaliser que leur chantage et leur menace de boycott auprès des grands magasins ne pognera pas, c'est là qu'ils vont réaliser leur statut de minoritaire. Je leur souhaite bienvenue dans le club. Au revoir, M. Lapierre. Au revoir. 7h07.
À CKC 730, voici la revue de presse de Paul Arcan. Oui, on va jeter un coup d'œil sur les manchettes des quotidiens ce matin. D'abord, dans le Journal de Montréal, la une est consacrée à deux personnes. Vincent D'Anfous pour la victoire hier soir du Canadien et Ginette Renault qui a donné un spectacle remarquable. René-Claude était là. Elle va nous en parler dans quelques instants. Dans le cadre de la perquisition chez Rock Voisine, l'impôt invoque des infractions criminelles. On ne veut pas donner trop de détails. Tout ce que l'on confirme, c'est que les enquêteurs ont fouillé l'appartement du complexe Tropique Nord sur la rue Pierre-Dupuis. C'est à cet endroit qu'on retrouve les bureaux de Hervé International. C'est bien sûr le bureau de Paul Vincent. Et jusqu'à maintenant, Mme Chaloux, qui est la porte-parole de M. Vincent et de M. Voisine, dit, écoutez, il n'y a pas de commentaire comme tel. On nie d'une part les allégations de Revenu Canada. M. Voisine est à Los Angeles pour préparer son album. M. Vincent était, je pense, à Las Vegas, ou en tout cas, il était en vacances. Il revient en fin de semaine. Lundi, il rencontre ses avocats, ses comptables, et il aura une opposition mardi. Mais jusqu'à maintenant, on réfute évidemment toutes les allégations. Bien sûr, l'opération menée contre la mafia, le butin est assez impressionnant, merci, en termes de quantité de drogue. Les 32 accusés ont comparu, il y avait une montagne de documents, et paraît-il qu'on voulait importer de 1 à 10 tonnes de coke par mois. C'est une légère cargaison, ça, dans la vie. Quand on vous dit que Montréal est sous une plaque tournante, autant pour la drogue que pour le blanchiment d'argent, on vient d'en avoir, évidemment, une preuve additionnelle. Autre manchette ce matin dans le quotidien La Presse, cette fois, on parle évidemment de l'opération qui a été menée par Israël hier au Liban. Des civils, donc des gens qui n'ont rien à voir avec le conflit, ont été tués. Ils se trouvaient dans un camp de réfugiés des Nations Unies et les bombes sont tombées. On dit que cette opération aurait fait au moins jusqu'à une centaine de morts. Montréal devient la ville des festivals. Vous le savez, avec le festival de jazz, le festival Juste pour rire, international, des films du monde, bref, les francopholies aussi, des retombées de 140 millions de dollars. On constate que 14% des gens qui participent à ces festivals viennent de l'extérieur de Montréal, principalement des autres villes du Québec, des États-Unis et d'Europe. Les Américains, c'est à peu près 22%, et les Européens, 24%. Vous lirez ce matin un article intéressant de Nathalie Petroski sur la DPJ. Vous savez qu'on a retrouvé le bébé qui était porté disparu depuis le début de la semaine à Québec. C'est un bébé qui avait été enlevé dans une espèce de pouponnière. Et l'enfant avait été placé là par la direction de la protection de la jeunesse parce que les parents avaient été jugés inaptes à s'occuper de l'enfant. Alors, la mère, la grand-mère et le père ont profité d'un moment de non-surveillance et ils ont pris le bébé, se sont sauvés en taxi. Finalement, on les a retrouvés hier au terminus voyageurs. Heureusement, l'enfant est en bonne santé. Mais Petroski parle ce matin justement de la difficulté d'évaluer ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est apte ou inapte à s'occuper d'un enfant? Puis c'est pas une question de dire que les gens sont de mauvaise foi, mais souvent, ça peut prêter peut-être à confusion. Alors, vous lirez ça, c'est quand même assez particulier. Aucun médecin de McGill ne sera présent au combat extrême. Ça, c'est le combat qui est organisé à Kanawake le 26 avril prochain. Monsieur Joe Norton, vous le savez, a expliqué à Robert Perrault qu'il n'y a pas de problème, qu'on va respecter la loi québécoise là-dessus, ce qui est quand même peut-être à douter, mais bref, le 26 avril, il y aura combat, mais il n'y aura pas de médecin de McGill, et ce serait étonnant que ça se déroule selon les lois québécoises. Il y a aussi un an aujourd'hui, c'était le drame à Oklahoma City. C'était évidemment l'attentat à la bombe. Alors, il y a des cérémonies qui sont prévues à la mémoire des 169 victimes, mais aussi des mesures de sécurité extrêmes concernant les édifices publics, parce qu'on craint que d'autres groupes d'extrême droite soient tentés de frapper aujourd'hui, parce qu'il y a non seulement Oklahoma City, mais aussi Waco. Alors, ça fait le tour un peu des manchettes ce matin. Il est 7h11. À CKC 730, les points chauds à toutes les 10 minutes. Évidemment, les voitures sont un peu plus nombreuses, mais ça roule bien encore, M. Oui, il y a Lacasse. encore de la visite qui arrive, Paul, pour l'île de Montréal, mais ça demeure facile pour atteindre les ponts de la Rive-Sud. 5-7 maximum encore, Mercier. Champlain, on ne fait que réduire sa vitesse dès l'entrée du pont. À peu près le même scénario à l'entrée de Jacques-Cartier, un peu plus dense, comme La Fontaine aussi, mais dans l'ensemble, ça va encore bien. Laval, tout baigne dans l'huile. C'est code vert pour la 25, la 13 et l'autoroute des Laurentides. 40 venant de Repentigny, ça vient aussi d'être confirmé. C'est facile au code vert. Il est 7h11 de Météo Média à Marie
Marie-Paul Coppens. Mais c'est du soleil pour ce matin avec quelques passages nuageux. Les nuages d'ailleurs qui vont s'amener graduellement cet après-midi avec une faible possibilité d'averse autour de 40 %. Les vents sont légers à modérés du secteur est avec un maximum de 16 degrés. Il fait 7 degrés au centre-ville de Montréal. Les points chauds, présentés par Location de camions M-Press. Besoin de louer un camion à court ou à long terme? Un endroit. Location de camions M-Press. 487-2850. Ici Pierre Pellado. Vous écoutez Bonjour Montréal avec Paul Arcand. Il est 7h21 minutes. René Claude, grand événement hier soir, le spectacle de Ginette Renault. Oui, formidable, extraordinaire. Sortez tous les synonymes, ça n'a aucun bon sens. Vous savez que j'aime les belles voix. Oui. Moi, tu me mets quelqu'un en guenille, je veux dire, qui chante franc-freluche, mais qui le chante bien, je suis par terre. Alors là, hier soir, là, c'était le pied, comme on dit, l'orgasme total, la jouissance suprême, et de A à Z, c'était vraiment très bon. Et là, elle a chanté, en tout cas, pour moi, le moment de la soirée, c'est lorsqu'elle a chanté Somebody to Love de Queen avec Zarzuela, qui est un groupe de chanteurs qu'on ne connaît à peu près pas, qui chante avec elle, donc c'est du gospel. C'est absolument extraordinaire, mais tellement bon que moi, j'en avais les larmes aux yeux. Encore une fois, je ne suis pas un critère, mais ça fait rien. C'était trop en même temps, trop de belles voix. À un moment donné, tu sais plus où te mettre, tu sais plus quoi faire. Puis tu dis, bon, écoutez, on va écouter ça, Oui. OK? Je vais le laisser rouler un petit peu. Vous allez voir là, ce que ça peut donner. C'est vraiment très, très bon. On écoute cet extrait du spectacle de Ginette Renault. Gotta get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free. Lord, find me somebody to love. 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 Somebody, 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 somebody. Find me somebody, find me somebody to love. Anybody find me somebody to love. 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 Somebody. Madame Brazo. Écoute, excusez, j'en suis ça a-tu du bon sens? C'est vraiment... C'est là qu'on mesure tout son talent. Écoute, c'est ça. Ce spectacle-là n'avait pas besoin d'en mettre trop, là. C'est là, le talent est là devant nous. J'ai parlé à plusieurs personnes, tout le monde. Il n'y a personne qui pouvait dire que ce spectacle-là était mauvais. Personne, à moins vraiment d'être de très mauvaise foi ou de très, très, très mauvaise humeur ce soir-là. J'ai parlé, entre autres, à Gilles Proulx, à Luc Plamondon. Tiens, on va les écouter. On écoute les réactions de quelques personnalités. Oui, voilà. Je pense qu'avec sa voix, elle peut faire à peu près n'importe quoi et on l'a vu, elle peut changer de répertoire. C'est une des artistes les plus complètes de la scène, une véritable bête de scène. Ce que je regrette, c'est Ginette Renault. Depuis nombre d'années qu'on la suit, moi je suis amoureux d'elle parce que c'est une partie de ma jeunesse. Ça m'a pris du temps à l'accepter, à la découvrir. Mais c'est qu'elle n'est pas persistée assez longtemps aux États-Unis et j'ai profondément l'impression qu'elle est capable de niveler, sinon dépasser Céline Dion. Elle n'a jamais fait de choses gratuites, Ginette. Elle fait jamais un geste inutile. Elle va jamais... comme il dirait en France, elle fait jamais la pute. Elle va jamais chercher le public avec un geste de trop ou un effet. Quand elle joue avec sa voix, c'est tellement musical, c'est jamais gratuit. C'est jamais pour épater la galerie. J'avais fait un air d'opéra, moi, qu'elle a. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver.
c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. Se recevoir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir. On écouterait ça jusqu'à 9h Ouais, facilement. et là. c'est tout ce qui est merveilleux là-dedans. Quand on va voir un spectacle comme ça, qu'on a une grosse journée devant soi et qu'on sait qu'on va passer une belle journée, une belle fin de semaine, juste en pensant à la soirée qu'on a passée la veille. C'est très bien. Oui, je pense que ça vaut le prix, définitivement. Alors, elle est en spectacle encore. C'était la première hier. Il y aura Vérifiez des les dates. Oh supplémentaires. oui, il y en a. Elle est où? En voulez-vous? Quelle salle? Au Théâtre Saint-Denis. Au Théâtre Saint-Denis. Voilà. Merci René-Claude. 7h26. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. La chronique artistique vous est présentée par La boutique de plomberie décoration 27. Saint-Eustache, 25e avenue à l'intersection de la 640 Ouest. Il est 7h28. Dans un instant, on va parler bien sûr de la victoire du Canadien hier. Et aussi, vous savez qu'à Radio-Québec, il y a chicane entre Jeannette Bertrand, Lise Payette et le syndicat, de telle sorte que les grands A et Jeannette tout court, c'est terminé. Madame Payette sera avec nous dans quelques minutes. CKC 730. Le pouvoir des mots. Les nouvelles du sport à CKC vous sont présentées par Cooper. Cooper pour le choix du baseball. Disponible chez Arroy Sport, 12009 Notre-Dame-Est, Pointe-aux-Trembles. Et Vincent D'Anfos qui donne la victoire aux Canadiens. Et comment? Quelle victoire du Canadien hier, 3-0. Vincent D'Anfos avait des jambes de géant. Le premier but de Vincent D'Anfos, de toute beauté, marqué en infériorité numérique contre Mike Richter. Le premier de 2 buts marqués en infériorité numérique. Paul, je n'exagère pas, j'avais l'impression de revoir Jean Béliveau. Quand il se met en marche, ça prend une fraction de seconde, hein, parce qu'il faut qu'il déplace sa carcasse. Il est quand même bien bâti, Vincent D'Anfos. Puis après, c'est un coup de grande enjambée et la feinte devant Mike Richter était un but, je te le dis, mais en tout cas, ça m'a rappelé Jean Béliveau. Contourné avec le bâton pour aller placer la rondelle dans le filet. Le deuxième but, le but vainqueur, marqué par D'Anfos en troisième, a été l'œuvre d'un travail exceptionnel de Mark Recchi, qui a d'ailleurs connu une bonne soirée, lui aussi. Il a obtenu un but, Recchi, l'autre est allé à Lyle Line. Et le Canadien, quand même, a donné des sueurs froides à ses partisans lorsque Sergio Momesso a marqué 2 fois et Ulf Samuelsson pour niveler la marque en troisième. Marc Bureau a finalement scellé l'issue du match avec un but dans un filet désert à 6 secondes de la fin. Le Canadien est revenu à Montréal au cours de la nuit et affrontera les Rangers dans ce troisième match menant 2-0 dimanche après-midi au Centre Molson à compter de 15 heures. Il y a eu des surprises hier et des surprises de taille. Le Lightning de Tampa Bay a défait les Flyers à Philadelphie en surtemps grâce à un but de Brian Bellows. Les Flyers ont perdu, tiens-toi bien, Joel Otto, John Drews et surtout John Leclerc. Les Blues de Saint-Louis ont perdu Grant Fuhr et le match hier à Toronto en surtemps. Les Leafs de Toronto ont gagné 5-4. Et puis, surprise également au Colorado où les Canucks de Vancouver ont vaincu l'Avalanche 5-4 également pour niveler la marque dans cette série. Les séries se poursuivent dans 3 villes ce soir. Et rappelons que les Expos ont laissé partir une avance de 8-5 en 8e manche pour perdre finalement 9-8 devant les Phillies de Philadelphie. Bonjour Michel. Bonjour Paul. Michel, tu avais prévu au début de la semaine une victoire des Rangers dans cette série. Oui, j'avais prévu ça parce que je me disais que les Rangers vont rebondir, que Marc Messier, peut-être blessé, est meilleur qu'un joueur à peut-être 50-75%, mais j'avais peut-être sous-estimé Vincent D'Anfos. C'est incroyable, ce joueur que je vois jouer depuis peut-être une dizaine d'années, comment il m'impressionne. J'ai jamais vu jouer Vincent D'Anfos avec autant de fougue. Plus que Mario Tremblay lui donne du temps de glace, on a l'impression plus qu'il en veut. On regarde jouer le Canadien, on a l'impression qu'il n'y a seulement qu'un trio sur la patinoire, et c'est tout le temps le trio de Vincent D'Anfos. Paul expliquait les buts hier, mais c'est exactement ça. Pas des buts chanceux, des buts travaillés, des buts que seulement les joueurs de talent marquent. Et le premier but en désavantage numérique, c'était de toute beauté. Mais d'un autre côté, Paul, il y a aussi la discipline. Hein? On a parlé des disciplines du Canadien, mais maintenant, il faut parler de la discipline du Canadien. Parce qu'hier, les Rangers, là,
Comme à peu près dans toutes les séries, là, c'est épouvantable. C'est sauvage, des coups de bâton, des frappés par derrière. Et là, la Ligue nationale, là, nous dira après les séries éliminatoires, hey, le pourcentage de bagarre est beaucoup inférieur à l'an passé. On a passé de 32% à 17%. Ben oui, il y en a 3 qui sont fait tuer. Faut-tu être imbécile? Hier, Grant Fuhr est blessé, John Leclerc est blessé. Le coup de bâton de Marc Messier à l'endroit de Marc Bureau, on laisse tout passer. C'est incroyable, ça n'a pas aucun bon sens. Mais on va dire, il y a beaucoup moins de bagarres. Donc, c'est Danfous qui mène le club. Ah, Danfous, quel joueur, quel joueur. Sur toutes les phases de jeu, hein, on a parlé de la couverture de Danfous à l'endroit de Marc Messier. Mais dis-moi une chose, Michel, avec donc le temps de glace qu'on accorde à Danfous, est-ce que ça veut dire que ça va être encore plus compliqué pour Turgeon de revenir? J'ai l'impression que Turgeon va en avoir un peu plus au Centre Molson. Au Centre Molson, Pierre Turgeon devrait être un peu plus à l'aise, donc peut-être produire un peu plus, parce que dans le moment, ben, c'est sûr que plus que les séries vont avancer, ils vont avoir besoin de Pierre Turgeon. Mais dans le moment, les Rangers de New York, ce n'est plus une puissance offensive, c'est une équipe lente. Et Mario aime bien avoir Danfous contre Messier, et ça réussit dans le moment. Mais aussi, le fait que le Canadien ne s'est pas écrasé après que les Rangers ont égalé la marque hier, c'est déjà un signe d'une équipe qui a du caractère. Merci, Michel. Au revoir, Paul. Salut. 7h36. Bonjour Montréal, sur les ondes de CKC 730. Tout sur l'information en compagnie de Paul Arcand. Deux des plus importantes émissions de Radio-Québec, Les Grands A de Jeannette Bertrand et aussi la série Jeannette tout court, disparaissent de l'horaire en raison d'un conflit entre les gens qui produisent l'émission, Mme Bertrand, la productrice Lise Payette, et le syndicat des techniciens de Radio-Québec. Mme Payette est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, Paul Arcand. Un conflit avec le syndicat. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ben, c'est ça qui nous étonne, nous aussi, parce qu'on n'a rien à voir avec le syndicat. Vous vous souvenez qu'en décembre 1995, Radio-Québec avait pu annoncer que le problème syndical de Radio-Québec était réglé. Il y avait eu, évidemment, beaucoup de difficultés pour en arriver là, mais à ce moment-là, des gens qui étaient mis à pied, par exemple, recevaient un règlement de 2 ans de salaire et Radio-Québec gardait un certain nombre de ses techniciens, qui sont toujours là d'ailleurs. Mais ceux qui étaient partis, en principe, recouvraient leur liberté. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que il y a des maisons de production qui ont été appelées à prendre la relève, puisque Radio-Québec cessait sa production. Madame Bertrand, elle, c'est encore pire. Madame Bertrand est titulaire de tous les droits sur ces 2 émissions. C'est elle qui a fait les concepts. C'est elle qui les a produites à l'intérieur de Radio-Québec. Et quand elle a annoncé qu'elle partait de Radio-Québec, elle partait avec ces 2 émissions. Nous, la programmation de Radio-Québec, c'est pas ça qui nous intéressait. C'est-à-dire, on n'a pas sollicité d'émissions à Radio-Québec. On n'a pas fait d'appel d'offres auprès de Radio-Québec pour avoir des émissions. Madame Bertrand, à un moment donné, a dit qu'elle cherchait un producteur. Nous sommes entrés en contact avec elle. On n'était pas les seules maisons, d'ailleurs, il y en avait d'autres. Et elle nous a choisis pour produire ces émissions. On aurait pu les produire pour n'importe quel diffuseur. Madame Bertrand était libre, elle avait quitté Radio-Québec. Sauf que Mme Bertrand disait, je peux pas laisser Radio-Québec dans cet état-là. Ils ont besoin de moi, ils ont besoin de mon émission. C'est ce qu'on lui disait d'ailleurs, des différents présidents qu'il y a eu, qui se sont succédés. M. Fortier, M. Pagé lui disaient, vous êtes la colonne vertébrale de Radio-Québec, vous ne pouvez pas nous quitter. Alors elle nous a demandé de produire cette émission et de la vendre à Radio-Québec, ce que nous avons fait pour aider Radio-Québec. Pendant tout ce temps-là, nous, on pensait que le problème syndical était réglé. Ce qui n'était pas le cas. Ben, écoutez, on vient de le découvrir. Dès qu'on est entré en production avec l'émission avec un grand A, les griefs de la CEQ ont commencé à rentrer chez nous. Et nous, on est tombé par terre. Parce que... Madame Payette, si je comprends bien, vous ne voulez pas, vous, en production privée, appliquer des clauses de convention collective signées avec le gouvernement? Ben, écoutez, trouvez-vous ça de la lune? La convention de la CEQ, là, c'est un document qui fait 5 pouces d'épaisseur. Les syndicats négocient avec le gouvernement. Radio-Québec est branché sur le Conseil du Trésor. Tient son budget du Conseil du Trésor. Je comprends qu'un syndicat va y avoir une bonne convention collective. Nous, à Pointe-Mire, on est 4 associés, on a 2 employés.
Tout le reste des gens avec qui on travaille, ce sont des pigistes. On travaille avec des syndicats. On travaille avec le syndicat de Télémétropole quand on travaille à Télémétropole. On travaille avec l'Union des artistes. On travaille avec la Société des auteurs. On travaille avec tous les syndicats dans lesquels les gens qui travaillent pour nous sont impliqués. On respecte tout ça sans aucun problème. Mais la convention de la CEQ à Radio-Québec, c'est une énormité. Ça veut dire qu'une petite maison de production comme la nôtre, par exemple, qui voudrait se défaire des services de quelqu'un, devrait donner 180 jours de préavis. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens de faire ça? Et leur stratégie, on la comprend maintenant, puisqu'ils ont émis un communiqué, eux autres aussi, hier soir. Là. Leur stratégie, c'est de se servir de nous pour rentrer à Radio-Québec. Alors, la CEQ, loin d'avoir abandonné son intention de tenir Radio-Québec dans sa main, remet ça une deuxième fois, après avoir donné sa parole de ne pas le faire. Le syndicat prétend que c'est un faux prétexte que vous donnez, que c'est plutôt un litige concernant les droits d'auteur de Mme Bertrand. Il n'y a absolument aucun litige au sujet des droits d'auteur de Mme Bertrand. Nous avons parlé à la SARDEC hier, qui est la Société des auteurs qui s'occupe des droits d'auteur au Québec. Et la SARDEC nous certifie que Mme Bertrand est propriétaire de tous ses droits d'auteur. Mme Payette, on serait porté à croire que Mme Bertrand, vous et Lorraine Pagé, la présidente de la CEQ, qui vous êtes retrouvés souvent ensemble pour des mêmes combats, vous soyez capable de vous entendre, ce qui ne semble pas être le cas. Oui, je ne crois pas que ça tienne à Mme Pagé personnellement. Je peux très bien m'entendre avec Lorraine Pagé si on va luncher ensemble. Ça tient à la CEQ et ça tient au syndicat local de la CEQ à Radio-Québec. Ça veut dire que les projets de production privée à Radio-Québec sont tous en danger. Nous sommes tous aux prises avec des griefs insensés. Il y a un grief, par exemple, qui lève contre nous l'article 45 du Code du travail. C'est très technique. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous serions tenus d'appliquer la convention collective de Radio-Québec dans nos entreprises. Et ça, il n'y a pas une entreprise de production à Montréal qui est capable de faire ça. On va tous crever. Moi, j'en suis sorti la première, là, parce que je veux essayer de sauver Point de Mire. Point de Mire, c'est 4 ans de travail pour moi. 4 ans de travail pour les gens avec qui je suis associé. Mais seulement l'année dernière, c'est 300 emplois et 8 millions de salaires. Est-ce qu'on veut fermer ça aussi? Est-ce qu'on peut penser que les émissions de Mme Bertrand vont se retrouver à une autre antenne? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où nous agissons, là, maintenant, nous n'avons aucun contact avec aucun autre diffuseur. Nous mettons fin à ces émissions-là. Je ne vous dirai pas que Mme Bertrand ne retravaillera jamais. Je ne vous dis pas qu'elle n'a pas d'autres idées pour faire d'autres émissions. C'est une femme qui aime travailler. C'est une femme qui a des idées. Nous, ce qu'on lui a dit, c'est qu'on est grand ouvert. On espère qu'elle va nous apporter ses prochains concepts. On espère pouvoir les faire avec elle. Et on espère trouver un diffuseur qui en voudra. Mais avec un grand A et Jeannette Toucourt, c'est terminé. Merci, Mme Payette. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Mme Lise Payette, donc, qui produit cette émission de Jeannette Bertrand. Alors, à Radio-Québec, c'est fini. Radio-Média présente Dimension. En manchette ce matin, Lucien Bouchard rencontre les manifestants de Kenworth venus remercier son gouvernement. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs, juste vous dire qu'il y a des gens ici à Québec qui se préoccupent de ce qui vous arrive et qui vont faire l'impossible dans votre intérêt. Bilan de l'opération contre la mafia et le gang de l'Ouest. Cette organisation aurait pu importer de 1000 à 10 000 kilos de cocaïne par mois dans la région de Montréal. Et les 4 grands festivals montréalais, un atout de taille. Près de 50 des touristes qui ont fréquenté les activités des festivals sont venus expressément pour les festivals. Bonjour, mesdames, messieurs, ici Pierre Champoux. Tout d'abord, c'est toujours la consternation ce matin dans le monde à la suite du dérapage de l'opération de représailles israélienne hier à Cana, au sud Liban. Le bilan de ce matin est d'une centaine de morts. La communauté internationale a lancé un appel pour un cessez-le-feu immédiat. Mais au moment où je vous parle, on se tire encore dessus de part et d'autre.
Nous avons un reportage saisissant à vous faire entendre ce matin. Touchik Benaïchouch de Radio France Internationale se trouve présentement sur une colline surplombant Saïda au sud Liban. Il nous parle grâce à un téléphone satellite. La route qui mène au sud Liban est fermée. La marine israélienne bombarde la route côtière. Impossible de la franchir sans prendre de risques. Un convoi humanitaire des Nations Unies, une quinzaine de camions, reste bloqué sur la route avec une longue file de voitures. Au moment où je vous parle, nous sommes sur une hauteur qui surplombe Saïda, la capitale du sud Liban. 2 bâtiments de la marine israélienne sont visibles au large et tirent des obus par intermittence à l'entrée de Saïda, à hauteur du fleuve Awali. L'armée libanaise réplique, elle aussi par intermittence. Une vingtaine d'obus ont été tirés ce matin. Sur la route, des gens en provenance de Saïda. Les voitures roulent à tombeau ouvert pour rejoindre Beyrouth à une 50aine de kilomètres. 2 images insoutenables. Un père apeuré avec sa fille à garde dans ses bras et les cris, les pleurs d'une femme racontant que les corps des siens à Cana, hier, sont devenus de la viande hachée. Elle encourage le Hezbollah à les venger. Touchik Benaïchouch, Saïda, RFI. Chez nous maintenant, le premier ministre Lucien Bouchard est allé à la rencontre des travailleurs de l'usine Kenworth hier à Québec. Environ 250 de ces travailleurs ont manifesté devant l'Assemblée nationale, non pas pour dénoncer quoi que ce soit, mais pour remercier le gouvernement québécois des efforts qu'il déploie pour éviter la fermeture de l'usine. Sylvain Théberge. Multipliant les manifestations ces derniers jours, les travailleurs de Kenworth se sont rendus devant l'Assemblée nationale, où le premier ministre Lucien Bouchard est venu en personne leur dire que tout était fait pour éviter la fermeture de leur usine. On ne veut pas vous donner de faux espoirs. Juste vous dire qu'il y a des gens ici à Québec qui se préoccupent de ce qui vous arrive et qui vont faire l'impossible dans votre intérêt. Alors, le syndicat n'a pas caché d'ailleurs sa satisfaction face aux efforts du gouvernement. Vous nous avez montré du courage, de la détermination, M. Bouchard. Puis nous autres avec, il y a du courage, de la détermination là-dedans. Il faut garder ces jobs-là au Québec, M. Bouchard. Puis on est un leader, puis on est avec vous. Lâchez pas, on va vous appuyer. Puis on est prêt à participer à 100% pour sauver cette usine-là. Merci beaucoup, M. Bouchard. Chacun sait pourtant que les chances d'éviter la fermeture sont très minces, mais on fonde beaucoup d'espoir sur la rencontre de la semaine prochaine entre les dirigeants de la compagnie et le gouvernement. Les travailleurs, en tout cas, se croisent les doigts. Sylvain Théberge, Radio Média, à Québec. C'est une journée importante pour l'industrie du câble au Québec. Les actionnaires de CFCF sont convoqués en assemblée extraordinaire ce matin pour voter sur l'offre de Cogeco. On sait qu'il y a quelques mois, Vidéotron et CFCF s'étaient entendus sur une transaction importante, mais Cogeco est venu brouiller les cartes en faisant aux actionnaires une offre qui, de l'avis de plusieurs, a de bonnes chances d'être acceptée. L'avenir de Télévision 4 saisons pourrait dépendre de la tournure des événements. On connaît maintenant les grandes lignes de l'opération policière qui a mené au démantèlement d'un vaste réseau de drogue ayant des ramifications sur 3 continents. La GRC et la police de la CUM ont expliqué hier qu'ils ont dû avoir recours à plusieurs agents doubles. Ils ont même dû fonder une fausse compagnie d'import-export. L'opération policière s'est déroulée sur plus de 2 ans au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Elle a mené à des saisies de plusieurs tonnes de hashish et à plus de 300 kilos de cocaïne et surtout au démantèlement d'un vaste réseau au potentiel impressionnant. Jean-Pierre Boucher de la GRC. Cette organisation aurait pu importer de 1000 à 10 000 kilos de cocaïne par mois dans la région de Montréal. Cette cocaïne aurait été par la suite distribuée aux États-Unis. L'enquête a permis aux policiers d'infiltrer le clan du caïd montréalais Frank Cotroni grâce à des agents doubles et à la création d'une fausse compagnie d'import-export. Les policiers ont ainsi réussi à attirer dans leur filet les Cotroni Morales et aussi Daniel Serrero, le présumé chef du gang de l'ouest de Montréal. L'enquête policière se poursuit maintenant relativement au blanchiment d'argent découlant des profits réalisés par le réseau. Jules Bordelot, Radio Média, Montréal. Le bébé de 2 mois qui avait été enlevé en début de semaine d'une pouponnière de la DPJ à Québec a finalement été retrouvé sain et sauf hier après-midi à Montréal. Ses parents, Sylvia Di Bernardo et Dave Hervieux, ont été appréhendés au terminus voyageurs. Rappelons que la mère et la grand-mère avaient défié l'ordre de la DPJ pour fuir avec l'enfant lundi. Les grands festivals d'été de Montréal génèrent des retombées économiques de plus de 140 millions de dollars dans l'économie métropolitaine, selon l'étude qui a été dévoilée hier. Pierre Leboeuf nous en parle. Les festivals de jazz des films du monde, Juste pour rire et les Francopholies de Montréal ont enregistré 3 millions d'entrées l'été dernier. L'étude de l'UQAM révèle que 14% de la clientèle des festivals sont des touristes et beaucoup d'entre eux sont venus ici spécialement pour ces événements. L'auteur de l'étude, Michel Archambault. Près de 50% des touristes qui ont fréquenté
les activités des festivals sont venus expressément pour les festivals. Et il ne s'agit pas de n'importe quel voyageur. Il s'agit de gens très à l'aise financièrement et qui dépensent 50 millions de dollars directement dans la ville. 17% viennent du reste du Canada, 22% des États-Unis et 23% d'Europe. Mais le gros des spectateurs venus à Montréal pour rire, danser, écouter ou voir sont de Montréal et du Québec et injectent 89 millions supplémentaires. Les festivals sont donc devenus indispensables pour l'industrie touristique montréalaise. Ils assurent de l'emploi à près de 4000 personnes et rapportent 33 millions en revenus à Québec et Ottawa. Pierre Leboeuf, Radio-Média, Montréal. Une nouvelle tuile s'est abattue sur Radio-Québec qui a perdu 2 de ses émissions les plus écoutées avec un grand A et Jeannette Toucourt. L'animatrice Jeannette Bertrand et sa productrice Élise Payette claquent la porte en accusant le syndicat des employés de Radio-Québec affilié à la CEQ de les harceler. Marc-Yvan Coulombe explique. Jeannette Bertrand, qui a attiré 900 000 téléspectateurs avec le dernier épisode d'Avec un grand A, dit qu'elle a choisi Point de Mire pour produire ses émissions pour pouvoir travailler avec qui elle veut, mais qu'elle doit maintenant s'arrêter parce que le syndicat CEQ des employés de Radio-Québec la harcèle. Ce n'est plus travaillable. Cette situation-là ne peut pas durer. Ça fait depuis janvier que je suis barouattée. Le problème a commencé quand Point de Mire de Lise Payette est devenue productrice des émissions de Mme Bertrand et que la CEQ a exigé le respect de l'article 45 du Code du travail, ce dont Mme Payette dit ne pas avoir les moyens, soulignant entre autres qu'il lui est impossible de donner un avis de 180 jours à ses employés avant de les mettre à pied. Plus encore, Mme Payette ajoute qu'elle a passé l'âge de se soumettre au jeu de la CEQ. Je me trouve trop vieille pour me faire barouetter par la CEQ. Mais pas question de passe-droit quand il s'agit de respecter le Code du travail, réplique la présidente de la CEQ, Lorraine Pagé. Que Mme Payette et Mme Bertrand n'aiment pas le Code du travail, c'est leur problème. Moi, j'aime pas les limites de vitesse. Elles existent quand même. Marc-Yvan Coulombe, Radio-Média, Montréal. En terminant, le président russe Boris Yeltsin a proclamé aujourd'hui la naissance du groupe des 8 en accueillant au Kremlin les dirigeants occidentaux qui vont participer à un sommet sans précédent sur la sûreté nucléaire. Les dirigeants occidentaux, parmi lesquels Bill Clinton et Jean Chrétien, ne parlent de leur côté que d'une réunion du G7 élargie à la Russie. Et en Égypte, des dizaines d'islamistes ont été arrêtés hier et aujourd'hui au Caire dans le cadre de l'enquête sur le massacre d'hier matin devant l'hôtel Europa. On se rappelle que 18 touristes grecs ont été assassinés. Il est 7h53. Ici Radio-Média, le plus important réseau privé d'information au Québec. Voici les sports et Paul Houd. Eh bien, Vincent D'Anfous avait chaussé ses bottes de 7 lieues encore hier. Il a marqué 2 buts et fourni 2 passes dans la victoire du Canadien 5-3 contre les Rangers à New York. Le Canadien est donc rentré à Montréal en arrachant 2 victoires sur la patinoire des Rangers, mène la série 2-0. Les autres marqueurs hier, outre les 2 buts de D'Anfous, Mark Recchi en supériorité numérique, Lyle Audline en infériorité numérique et Marc Bureau dans un filet désert. Sergio Momesso a marqué 2 fois pour les Rangers et Ulf Samuelsson a été l'autre marqueur. Des surprises dans les autres rencontres. Tampa Bay a battu Philadelphie 2-1 en surtemps, un but de Brian Bellows. Toronto a défait Saint-Louis également en surtemps, 5-4. Et victoire des Canucks de Vancouver, 5-4 contre l'Avalanche du Colorado à Denver. Ce soir, les séries vont se poursuivre dans 3 villes. Winnipeg est à Détroit, Washington à Pittsburgh et Calgary à Chicago. Le prochain match du Canadien sera présenté dimanche en matinée à 15h au centre Molson. Et dans les autres faits saillants, hier a souligné la défaite des Expos 9-8. Première défaite de la saison de Mel Roas, qui a été assommé, comme d'autres lanceurs hier des Expos, par Todd Zeal. Le joueur de 3e but des Phillies de Philadelphie a cogné un long circuit de 3 points à la 9e manche et les Phillies l'ont emporté 9-8. Les Expos amorcent une série ce soir au Stade olympique contre les Pirates de Pittsburgh. C'est Jeff Facero qui va lancer contre Denny Neagle des Pirates. Les prévisions du temps pour la fin de semaine, voici Marie-Paul Coppens de Météo Média. C'est ensoleillé ce matin avec quelques passages nuageux, mais on verra un changement de scénario cet après-midi. Les nuages vont s'amener graduellement en deuxième partie de journée. Faible possibilité d'averses, environ 40%, avec un maximum de 16 degrés. Ce sera donc nuageux avec des averses en soirée. À surveiller aussi risque d'orage, minimum de 7 pour la nuit prochaine. Demain, les nuages vont persister. On verra quand même quelques percées de soleil, faible possibilité d'averses. Et ça va se gâter plus sérieusement dimanche. Les nuages vont dominer encore avec des averses presque assurées. Maximum de 18 pour les 2 jours. Ici Marie-Paul Coppens de Météo Média. Au centre-ville, il fait actuellement 8 degrés. Il est 7h55. Dans un instant, de retour à Bonjour Montréal et Paul Arcan. Dans 4 minutes, 8 heures. Bonjour Thérèse. Bonjour Paul, ça va bien? Très bien.
Alors ce matin, bien sûr, on a 6 pages sur le hockey, mais je veux vous parler de 2 autres dossiers. Un qui est très, très triste. On apprend ce matin dans le Journal de Montréal que le suicide est la première cause maintenant de mort non naturelle au Québec. Il y en a eu 1250 en 95, 1000 en comparaison avec 1000 morts accidentelles. Alors maintenant, il n'y a pas les suicidés sont de tout âge, de sexe et de toute condition sociale. On nous raconte des histoires très tristes. Comme deuxième dossier, un dossier incroyable, en page 2, il y a un gars qui s'appelle M. Simard qui a fait face à une poursuite découlant d'un exemple de propreté et de civisme. Saviez-vous qu'on n'a pas le droit de jeter autre chose que des papiers dans des poubelles de la ville de la ville? Et lui a acheté toute sa poubelle de voiture et il y a un inspecteur qui l'a pris sur le fait, qui a trouvé une facture en fouillant dans la poubelle et qui a poursuivi. Et non seulement il est poursuivi, mais il a été poursuivi 3 fois à cause de défauts électroniques d'ordinateur de la ville de Montréal. Écoutez, c'est incroyable cette histoire-là. Il faut lire ça en page 2. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne lecture avec le Journal de Montréal. À lundi, Thérèse. À lundi, au revoir. Au revoir. Dans 3 minutes, 8 heures. En compagnie de Paul Oud et Paul Arcan, CKC 730 présente les grosses têtes. Eh bien, en fin de semaine, on prévoit du temps couvert, du temps nuageux. Alors, si vous avez un peu la bougeotte, l'excellent journaliste culturel Paul Toutan a eu de suggestions de sortie pour toute la famille. En effet, ce week-end, il faut voir l'incontournable pièce de l'auteur finlandais inconnu, Paavo Pakarainen, Noces noires de novembre, au petit théâtre ambulant Le Lichen, sur la rue Molson. Dans la Finlande, de novembre 1877, un homme et son beau-père, Sou, ou son beau-frère, plutôt Sou, en viennent au cou lors du mariage de la sœur du premier. Il s'ensuit un terrible drame familial où la mère de la mariée avoue ensuite à son mari qu'elle le trompe avec un bûcheron de Laponie, et où un cousin bossu et fou démolit la table des convives. Pendant 4h17... C'est court. 4h17, oui, nous sommes conviés. Ne m'interrompons. Oui, non, je vais m'interrompez pas. Une mauvaise habitude de la radio privée. Nous sommes conviés au désespoir, à la morbidité d'une famille au bord de l'éclatement, sur un fond de scène où la noirceur de novembre se mêle à une neige lourde qui commence à tomber. Pour respecter l'œuvre de Pakarainen, le théâtre du Lichen présente aux Montréalais la pièce en finnois. Ma camarade René-Claude Brazo a comparé Pakarainen à l'auteur hongrois Jalma. C'est contestable, mais quand même. Que dire de plus? Taisez-vous donc. Un reportage de Paul Toutan au buffet chinois Léo Fou. Oui, je voudrais revenir sur le propos de Mme Brazo, là. Taisez-vous donc. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre, vous travaillez à la radio privée. C'est vrai, il y a ça, par exemple. Nous demeurons avec de sympathiques personnages ce matin. Le comédien Lionel Villeneuve est Qu'est-ce avec que tu veux, fatigant? Que pensez-vous? Appelle-moi Ouragan. Dis donc, Ouragan. Que pensez-vous du jeu du comédien Michel Côté dans la série Omerta? C'est-tu de tes affaires, ça, toi et Arcan? Pourquoi tu me déranges avec ça? Mais non, mais fâchez-vous pas, Lionel. Qu'est-ce que ça me met à foutre? Je voulais juste une petite appréciation de votre part. Omerta, je vais pas regarder ça. As-tu compris, Arcan? C'est-tu clair, ça, dans ta tête? Les séries de Fifi, moi, je laisse ça aux Fifi. Moi, le soir où ça passait, je regardais des galas de lutte extrêmes à TV. C'est-tu clair? T'aimerais-tu ça, d'ailleurs, faire partie du prochain gala à Kaknawaga avec moi? Non, merci, Lionel. T'aimerais-tu ça? Non, pas je suis fort. Je voulais juste poser une question, simplement. Il est temps maintenant d'aller du côté de la Floride, retrouver les vachons qui sont toujours immobilisés sur la plage de Daytona près du Corso à patates. Depuis 5 ans sur la plage avec nous autres, là. On est bien contents. Ça faisait 2 nuits qu'on n'avait pas dormi et qu'on n'avait pas mangé. Hé, M. Arcan! Oui. Nos Canadiens ont-tu gagné? Oui, ils ont gagné. Vincent D'Anfos a compté le bon but. Monsieur D'Anfos! Exactement. Ah, c'est bon, lui. Est-ce que vous pouvez me passer notre envoyé spécial? Oui, voulez-vous y parler? S'il vous plaît, oui. Il est là. Passez-moi là. Guten Tag, Herr Arcan. So ein schönes Wetter, nicht wahr? Ah, Pierre Dufault, en direct de la Floride. Finalement, vous avez trouvé les vachons, Pierre. Keine Probleme, für mich, Herr Commandant. J'ai nolisé un Junker de 52 qui nous survole présentement sur la plage, au musée de l'air de Miami. Et j'ai survolé il a survolé d'ailleurs la plage comme le faisait à l'époque ce vénérable appareil de la Luftwaffe au-dessus de Berlin. Pierre, allez-vous pouvoir faire quelque chose pour nos amis les vachons? Et déjà fait, j'ai demandé à la base militaire McCoy d'Orlando d'envoyer des tanks amphibies SP-71 à tête chercheuse, ceux avec des canons de 21 mm. Exactement. Et ceux-ci ont soulevé le vulgaire taco, cette minoune des vachons,
Pendant qu'on a changé les pneus, alors mission accomplie, Herr Commandant. Ich fahre nach Hause, je retourne à la base. Monsieur Vachon était là. Monsieur Languin! Oui. Avez-vous vu, c'était Pierre Vigneault, celui qui fait le hockey des Canadiens à TV à TRN. Mais non, c'est Pierre Dufault de Radio-Canada. Il fait pas le hockey, lui, c'est l'ami de notre collègue Gilles Proulx. Monsieur Groux! Oui, Monsieur Groux. Pouvez-vous me repasser notre ami Dufault? On la repose, là! S'il vous plaît, oui. Oui, qu'y a-t-il, Polarcon? Nous rentrons à la base! Eh bien, Gilles n'est pas avec vous en Floride. Qu'allez-vous faire sans lui? Non, c'est très simple. Déjà, Gilles a une mission au cours du week-end, une mission secrète, d'ailleurs. Je lui ai demandé de poursuivre ses recherches sur cette cinéaste québécoise qu'il a reçue cette semaine et qui tourne des films spécialisés 3X. Et à mon retour, nous allons les visionner dans mon bunker en compagnie des jeunes actrices. Pierre, je vous laisse le mot de la fin. Ausgezeichnet, fabelhaft und sehr gut, mein Herr. Eine gute Wochenende. Pierre Dufault en direct de Daytona, mesdames, messieurs. CKC 730, Montréal. À CKC 730, voici le commentaire de Gilles Proulx. 8h05. Bonjour, Gilles. Bonjour, Paul. Mon Dieu. Comment ça va, Paul? C'est vendredi, Paul. Ah, c'est vrai. Fin de semaine, malheureusement, ce que tu veux. Mais là, un instant. Oui. Vous faites parfois des incursions dans le domaine sportif. Et vous vous faites gronder, évidemment, par les autorités du sport ici. Parlant du sport, j'ai eu le temps de féliciter, de dire bravo à Mario Tremblay, toute son équipe, Vincent D'Anfou, Jocelyn Thibault. Je te dis Ce que n'est pas dans votre discipline, monsieur. Non, mais je veux les féliciter, c'est extraordinaire. Il renverse tous les pronostics des grands experts, des grands prêtres des estrades. Mais là, vous avez fait une incursion dans le domaine des arts, de la culture et du spectacle. Ah oui? Vous étiez hier soir au spectacle de Ginette Renaud, on a entendu votre commentaire tantôt. Ben oui, j'ai fait une exception. Ça faisait des siècles, j'étais pas allé. Vous qui habituellement dégueuler sur la culture québécoise, des spectacles et tout ça, vous étiez là hier soir, vous êtes sorti. Oui, mais Ginette, c'est de la bonne culture quand même. Je ne vais pas me faire croire que c'est pas un poids lourd dans le vrai sens du mot. De la chanson et tout un talent. Et vous avez passé une belle soirée? Des frissons à l'entendre, des frissons. Et cette voix si solide, cette femme extraordinaire, qui est entière, c'est le cas de dire, et qui nous a fait vibrer. Ce soir, Paul, je serai à l'émission de Guy Lepage, un de tes amis, avec Mémile Genet. On parlait de la radio d'hier, dans le temps qu'elle était bonne. Aujourd'hui, elle n'est plus bonne. La preuve, c'est qu'on est encore là. La petite face à claque qu'on a dans la face depuis des décennies, Lorraine Pagé, son bec d'oiseau, rabroue Lise Payette et Jeannette Bertrand. Il est vrai que Lise Payette et Jeannette Bertrand n'ont pas fait grand-chose pour faire réussir la télé et leur carrière. Elles n'ont pas beaucoup de talent, ces deux femmes. Lorraine Pagé, elle, a fait ses preuves dans l'écœurement du public. 7 maisons, si on inclut Point de Mire, des maisons de production, sont actuellement aux prises avec des montagnes de griefs de la part du bon syndicat de Lorraine Pagé, c'est-à-dire la centrale de l'enseignement du Québec, qui est présent sous le toit de Radio-Québec. Imaginez-vous, c'est une télé éducative, Radio-Québec, c'est donc la CEQ qui doit être là. J'ai que t'as d'éducatif là-dedans, à te montrer comment faire une tarte, puis calfeutrer une fenêtre, et puis te montrer des films cochons, puis des téléséries en joie. La CEQ est là. Alors, c'est connu, le syndicalisme, militantisme à Radio-Québec, ça peut pas exister ni à Radio-Québec, ni à Radio-Canada, ni au Canal 10, n'importe où, même pas à la radio. Ça peut pas exister dans un studio de télévision, là où la création et l'improvisation sont absolument nécessaires. J'ai vu, moi, Paul, de mes yeux vus. J'ai vu ça à Radio-Québec il y a déjà une dizaine d'années. Tu vas me dire, c'est dépassé. Mais non, ça a empiré. J'ai vu de mes yeux vus une brigade rouge syndicale à Radio-Québec arrêter une émission. Nous étions en pré-enregistré sur le décompte 3, 2... Non, je m'excuse. 3, 2, 1... Stop! Et là, en pré-enregistrement, une brigade rouge syndicale, tout arrêté sur le plancher, parce qu'un invité s'apprêtait à se lever et à aller prendre lui-même un cendrier pour pouvoir mettre sa cendre de cigarette dans le cendrier. On a crié, on a paralysé l'émission. « Hey, t'as pas d'affaire à prendre cendrier! C'est l'accessoiriste qui doit faire ça. » « Oui, l'accessoiriste! » Et là, le réalisateur est descendu sur le plateau pour essayer de calmer tout le monde et repartir l'émission. C'est ça, le syndicalisme dans un studio de télévision. Lise Payette a bien raison.
Je n'ai plus l'âge de m'obstiner avec des brigades rouges. La solution, elle relève de Québec et c'est sûrement pas avec Mathias Rio qui a bien gagné sa vie à Radio-Québec. C'est redéfinir le syndicalisme au complet au Québec, pas seulement qu'à Radio-Québec, chez les cols bleus. Quand tu dis que le syndicat t'oblige à donner 180 jours de préavis avant de faire un changement de petite entreprise privée, c'est de l'aberration mentale et le fait que ça dure encore, il n'y a qu'au Québec qu'on peut accepter des folies de la sorte. Bonne fin de semaine, docteur. Ça me fait plaisir et mes hommages au cardinal de Rintobec, mon vieux Paul. Je sais qu'il va mettre sa robe rouge en fin de semaine. Serez-vous seul en fin de semaine? Avez-vous des moments de solitude? Concert de sifflement, étant donné que Pierre est en Floride. Nous n'irons pas avoir de film cochon ni de spécial demain. Je vais demander à ma petite de me faire à déjeuner. 8h09. Jusqu'à 9h30, Paul Arcand vous informe sur les événements qui façonnent votre quotidien à CKC 730. Les policiers ont donné plus de détails concernant l'opération qui a été menée contre les leaders de la mafia, toutes ces arrestations avec en tête Frank Cotroni et son fils. Il y a un personnage peu connu du public qui a été arrêté et on en apprend un petit peu plus maintenant sur l'individu en question, Daniel Sereno, qui apparaît comme maintenant un des personnages clés de toute cette opération contre la mafia. Avec nous ce matin, le lieutenant-détective Kevin Megar du service de police de la CUM. Bonjour, M. Megar. Bonjour, M. Arcand. Daniel Sereno, avant de commencer à enquêter sur lui, avoir de l'information, est-ce qu'il était déjà quelqu'un de fiché, d'identifié comme un personnage important du gang de l'Ouest? Non, son passé judiciaire ne donnait pas signe qu'il occupait un poste aussi important au sein du crime organisé à Montréal. À quel moment vous avez réalisé l'importance du personnage? Oh, ça nous a pris probablement quelques mois de l'enquête avant de pouvoir évaluer son vraie importance dans les structures du crime ici. Et quelle est son importance? Pour nous, c'était un des trafiquants le plus importants de la région. C'est une des seules personnes qui avait accès et à la source d'approvisionnement et au système de transport et au système de distribution des drogues. Parlez-moi un peu de lui. Officiellement, il fait quoi dans la vie? Je crois qu'il se déclare commerçant. C'est un type qui a mené un mode de vie très, très luxueux, qui avait des revenus déclarés de l'ordre d'environ 7 000 $ et des dépenses mensuelles qui dépassaient certainement les 50 000 $. Alors, un revenu officiel de 7 000 $ par année et des dépenses mensuelles de 50 000 $? C'est exact. Comment il explique ça? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui anticipent une explication. Monsieur Sereno, vous l'avez défini comme étant quelqu'un qui pouvait donc se déplacer. C'est quelqu'un qui voyageait à travers le monde? Oui, Daniel Sereno est une personne que nous avons quand même contrôlé certains déplacements et c'est une personne qui était un visiteur régulier en Europe, au Moyen-Orient et autour du monde. Donc, c'est lui qui avait quand même des contacts avec des filières à l'étranger. C'est exact, oui. Est-ce que c'est lui qui a pris la place d'Alan Ross dans le gang de l'Ouest? Je ne sais pas si on peut lui prêter cette poste. C'est sûr que depuis l'arrestation de M. Ross, il a eu un certain vide. Et c'est sûr également, excusez-moi, que Daniel Sereno a tenté de profiter de cette situation pour continuer ses activités criminelles. Maintenant, de lui cerner un titre particulier, je crois que ça serait un peu trop restrictif et probablement pas exact. Est-ce qu'il est vrai qu'on voulait importer de 1 à 10 tonnes de coke par mois? Oui, c'est la preuve qui va être produite dans un autre projet, le projet Choke, celui qui a enquêté le clan Cotroni. Et ça, c'était une enquête qui est complètement indépendante du projet Caviar, qui était l'enquête sur Daniel Sereno. Mais c'était l'objectif. Donc, on voulait entrer autant de drogue ici. C'est exact, oui. Et cette drogue venait où? De Colombie? Dans le cas de la cocaïne, oui, pour la plus grande partie. Il y avait plusieurs pays par lesquels ça pouvait transiter, mais le point d'origine, normalement, ce sont les cartels colombiens. Et en ce qui concerne la chiche, normalement, c'était du Moyen-Orient. Monsieur Megar, est-ce qu'on peut dire que malgré les changements aux lois et tout ça, le Québec, le Canada, Montréal demeurent encore des plaques tournantes importantes pour les trafiquants, des portes d'entrée pour l'Amérique du Nord?
C'est ce que je crois personnellement, oui. Plus qu'ailleurs? Oui, je crois que l'absence de loi contre des associations criminelles et un tas d'autres facteurs sociaux font en sorte que le Canada est un endroit que les trafiquants mondiaux tentent de profiter pour pouvoir continuer leur activité. Avec les arrestations qui ont été faites, avez-vous l'impression que cette filiale de M. Serrero, cette filiale du crime organisé, est jetée par terre, simplement ébranlée ou encore très solide? Non, je crois que le parti de M. Serrero est démantelé. Je suis sûr qu'il y a d'autres gens, il y a tellement d'argent impliqué dans ça, il y a tellement de profit qui peut être réalisé. Je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui vont tenter de prendre sa place. Mais son organisation à lui, je suis confiant que nous avons réussi à le démanteler. Avez-vous déjà identifié ceux qui pourraient prendre sa place? Pas encore. Ça va être nos devoirs. Mais il y en a. Sans doute. Merci beaucoup, M. Megard. Merci. Au revoir. Le lieutenant-détective Kevin Megard, du service de police de la CUM. C'est quand même assez extraordinaire. Revenu déclaré 7 000 $ par année et des dépenses mensuelles de 50 000. C'est pas le gouvernement. Il est 8h17. À CKC 730, c'est Bonjour Montréal, l'émission d'information la plus complète en ville. Laissez-moi revenir sur terre. Donnez-moi seulement le temps d'encaisser la chute. Je suis envoyé en l'air, mais j'avais oublié d'ouvrir mon parachute. 8h22, c'était bien sûr hier soir le spectacle de Ginette Renault, sa première, René-Claude. Oui. Eh bien, il n'y a pas de qualificatif ce matin. Vous êtes dithyrambique. Oui, c'est ça. Extraordinaire. Même Gilles aimait ça. Si Gilles aimait ça... Oui, mais oui, c'est ça. Et demandez aux gens autour de moi ce Non, je matin, sais. je suis un paquet de nerfs. Oui, vous êtes très, Oui. très agité. Grâce à Ginette Renault. Oui. Et ça va durer toute la journée, en fin de semaine aussi. Alors ça, c'est très bien. Bon. Soirée extraordinaire. Comme d'habitude, Ginette Renault a parlé beaucoup d'elle, de son âge, de son poids, de son rôle de mère, de maîtresse. En fait, un peu mélangé là-dedans. Mais elle a aussi fait du rap. Elle a fait plein d'affaires. Il y a vraiment, là... Du rap? Elle a fait du rap. En fait, elle parlait de son fils Pascalin, qui lui a dit que son dernier album était super, mais qui n'était pas très rap. Donc, elle s'est dit, pourquoi pas faire une chanson de rap. Alors, elle s'est mis une petite casquette sur la tête, et puis, elle y est allée de son rap à elle. Oui. Ginette Renault met une petite casquette. Oui, c'était drôle, c'est bizarre un peu, mais elle l'a dit, ça. Elle le fait maintenant pour s'amuser, pour avoir du plaisir, pas nécessairement pour plaire. L'avez-vous en extrait? Ben oui, c'est ça, Ah. un extrait, oui. Maurice, le rap de Ginette. Non, mais... T'es rap ou tu l'es pas, hein? Là, je vois mon fils Pascalin, il fait ça, puis il me regarde, puis il fait... T'es rap? Puis... Quand j'étais jeune, je voulais tout savoir. Fallait à tout prix me sortir du noir. Tout comprendre à toute vitesse. L'enfer, Satan et même le sexe. Les péchés véniels, les péchés mortels. L'univers, la mort, ainsi que le ciel. Le système solaire, la métaphysique. Le pouvoir, la guerre, la bombe atomique. J'ai dû chercher avant de trouver. En activité, j'ai cheminé. J'ai consulté en sexologie. Trop gêné, je n'ai rien dit. Thérapie. La thérapie, c'est ça? Oui, c'est sur la thérapie, un sujet Ah bon. qu'elle connaît extrêmement bien. Oui. Mais il y avait plein de beaux moments. Tu sais que hier, j'étais avec Isabelle. Isabelle qui travaille ici. Oui, avec nous. qui prend nos appels le matin. Oui. Et puis, la première partie du spectacle, c'était vraiment son nouvel album. Mais là, à un moment donné, elle a chanté l'essentiel. Oui. Et tu sais ce qu'elle a fait? Isabelle? Ou Ginette? Non, Isabelle. Isabelle. ici, Isabelle a appelé son mari parce qu'elle s'est mariée sur cette chanson-là. Comprends-tu? Non, mais il faut aujourd'hui, c'est trop beau. oui. Alors, elle l'appelle, mais on n'entend rien parce que là, évidemment, hein, avec le son et tout, c'est très fort. Et là, elle lui dit bonjour, mon chéri. Et elle a laissé le téléphone ouvert pour C'est lui ton faire petit entendre. poussin. Je suis en train de regarder le spectacle de Elle n'a Ginette pas besoin Renault. de dire rien, j'espère qu'il a reconnu la chanson. Et elle lui a laissé entendre avec le cellulaire cette chanson-là. J'ai trouvé ça tellement beau que j'ai fait la même chose. Bon, Seigneur. Oups! Ils vont savoir que j'ai copié sur Isabelle. Ben oui. Mais si, Ils vont moins aimer ça un peu. Peut-être. Ils vont trouver ça moins Moi, ça original. vient pas de moi, mais enfin, l'idée OK. était là. L'intention était là aussi. Là, je veux qu'on se laisse
sur Somebody to Love de Queen qu'elle a refait avec Zarzuela, un groupe qu'on ne connaît pas mais qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment très bon. Je l'ai déjà fait entendre, mais j'en pleurais. Alors, Remarquez, vous n'avez pas un critère là-dessus, vous. non, je sais, mais ça fait rien. Il y a tellement de belles voix là-dedans, c'est tellement beau. Écoute, je pense que ça va passer à l'histoire et d'ailleurs, peut-être qu'on va me solliciter pour acheter le son de cette affaire-là. C'est vraiment beau. Alors, on écoute cet extrait du spectacle présenté hier soir au Théâtre Saint-Denis de Ginette Renault et c'est... comment t'appelles ça? Du gospel, un peu? C'est du gospel. C'est du gospel. Somebody to love, find me. 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 Somebody to love, somebody. 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 Find me somebody to love. Anybody find me? Somebody to love. Find me 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 somebody. Merci René-Claude. Il est 8h26 exactement. C'est 8 degrés ce matin au centre-ville. La chronique artistique vous est présentée par La boutique de plomberie décoration 27. Voyez les 30 salles de bain en démonstration avant d'acheter. Il est 8h29 avant d'aller à la pause et retrouver Paul aussi pour le monde du sport. Je vous rappelle notre concours que nous amorçons ce matin. Nous avons offert des billets pour Amsterdam. Ça, c'est terminé. Mais maintenant, on a pour vous 2 billets pour n'importe où dans le monde, n'importe quelle destination de KLM. Et je donnais plutôt les exemples ce matin. Il y a, Mexico, Los Angeles, New York, la Tanzanie, le Maroc, l'Éthiopie, le Brésil, l'Argentine, l'Équateur, le Guatemala. On peut qu'il y en ait en Floride? Oui. Attends, Floride, oui. Orlando. Forestdale. Non, il n'est pas sur la liste. Orlando est sur la liste. Vous pouvez également aller à Taïwan, le Vietnam, n'importe où, l'Europe aussi. Alors, pour participer, vous devez nous écrire par télécopieur, nous envoyer votre copie de carte d'affaires, le 845-57-87, 845-57-87. Et la semaine prochaine, on va faire comme on a fait pour l'autre concours, c'est-à-dire qu'on va donner un nom à 5h30, 6h30, 7h30. La personne a 15 minutes pour nous rappeler. Et à 8h30, on va faire la pige parmi les gens qui ont rappelé. Et on aura une paire de billets par semaine. C'est quand même n'importe où à travers le monde. Alors, un tirage le vendredi, le 26 prochain, et un autre le vendredi 3 mai. Alors, 845-57-87. CKAC 730, la station officielle des Expos de Montréal. 8h32. Le Canadien a gagné encore une fois hier et il retourne, enfin ils sont déjà revenus là, à Montréal avec 2 victoires contre aucune défaite. Exactement, ils sont revenus aux petites heures, tandis que les Rangers vont s'entraîner à Rye, près de New York aujourd'hui, avant Mario, de faire leur entrée plus tard. C'est sûr. Exactement, il a sans doute réintégré son bunker de Lachenay West, et d'ailleurs ça prend des bunkers maintenant au demeuré à Lachenay. Oui, avec les événements. Vous avez quelques mafieux, quelques cinémas qui explosent, mon ami. Avec les événements de la semaine, vous s'enfermez là. Vous retournez chez vous tantôt. Oui, vous fermez les fenêtres pour le reste de la fin de semaine là. Le Canadien a donc triomphé 5-3. Patrice Brisebois jouait pas hier, ce qui veut dire que Craig Rivet jouait pas. Mais Daudelet? Daudelet non plus. L'Hivernois? L'Hivernois, on va y parler d'erreur. OK. Vincent Danfous a marqué 2 buts, fourni 2 mentions d'aide. Le Canadien a marqué d'ailleurs 2 fois en infériorité numérique. Il faut le faire, ça. Oui. Mark Recchi, qui a joué un très gros match et toute une passe sur le but de Vincent Danfous, le but victorieux a marqué également. Lyle Audelaine, il ne marque pas souvent, mais il a marqué hier. Donc le héros du match, Saint-Vincent Danfous, qui a obtenu 2 buts et 2 passes. Il domine le classement des marqueurs après 2 matchs de séries éliminatoires. Prochain match, dimanche après-midi, ne l'oubliez pas, à compter de 15h au centre Molson. Blessé à l'épaule hier, Benoît Brunet n'a pas pris part au match. Il a été remplacé dans l'alignement non pas par Craig Rivet, mais par Chris Murray.
Gino Odjick a joué les héros hier. Il a marqué 2 buts pour les Canucks de Vancouver qui ont battu l'Avalanche au Colorado à Denver, 5-4 pour égaler les chances dans cette série. Une victoire de chaque côté. Défaite coûteuse des Flyers de Philadelphie, 2-1 contre le Lightning de Tampa Bay. Le but vainqueur, Brian Bellows en surtemps. Les Flyers ont perdu John Leclerc, qui a été blessé à la suite d'une mise en échec du défenseur Michel Petit. Il est entré en collision avec le gardien Darren Pupa et le poteau. Joel Otto et John Drews ont subi des entorses aux genoux et ne sont pas revenus dans le match. Lindros a été blessé, mais lui est revenu dans la rencontre. Les Blues de Saint-Louis également ont perdu les services de Grant Fuhr pour la première ronde des séries. Il a été blessé quand Chris Pronger a poussé Nick Kyprios sur lui, mais c'est surtout Kyprios qui a sonné la charge contre le gardien Grant Fuhr. Un but de Matt Sundin a permis la victoire des Leafs de Toronto dans ce match, 5-4, un but en prolongation. Les Expos ont perdu hier 9-8 face aux Phillies de Philadelphie. Le bourreau des Expos hier a été Todd Zeal. Il a cogné 2 circuits, dont un circuit de 3 points en 9e manche. Mel Rojas a finalement croulé. Il a subi sa première défaite. Il faut dire quand même que Philippe Alou ne pouvait pas compter sur 2 releveurs très importants dans la formation. Dave Veers, qui avait lancé 41 tirs la veille, et Tim Scott, qui a déclaré forfait en raison d'une douleur à l'épaule. Les Expos entament une série tout au cours du week-end, mais ce soir, le premier match contre les Pirates de Pittsburgh, un duel de lanceurs gauchers entre Jeff Facero et Denny Neagle. L'aventure de Sébastien Larreau a pris fin en simple, à tout le moins, au tournoi de tennis de Tokyo. Il a été défait par l'Américain Richie Renberg en 2-7. Cependant, il a gagné en double avec l'Américain Alex O'Brien face au Tchèque Martin Dam et au Suédois Peter Nyborg. Et à surveiller demain, n'oubliez pas ça, Paul, ça c'est le plus gros show américain du week-end, c'est pas le hockey, c'est le repêchage de la Ligue nationale de football. On s'attend à ce que le Montréalais Tim Biakabutuka, ou Timanga de son vrai nom, soit repêché parmi les 5 premiers choix. On dit que les Cards de l'Arizona sont très intéressés à ses services. Donc, le Montréalais Biakabutuka qui pourrait passer dans les 5 premiers au repêchage, au premier tour dans la Ligue nationale de football. C'est quelque chose, ça, quand même. Je comprends. Merci. 8h36. Bonjour Montréal, sur les ondes de CKC 730. Tout sur l'information en compagnie de Paul Arcand. 8h37 maintenant. Près de 100 civils ont été tués hier dans un village du Liban Sud, bombardés par l'artillerie israélienne, ce qui a provoqué évidemment des réactions partout à travers le monde. Si vous avez vu les images, c'est absolument épouvantable. Un camp de réfugiés à Cana. Et ce matin, nous avons en ligne M. Daniel Saada, qui est le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour, M. Saada. Bonjour. Comment peut-on expliquer que l'on tire sur des civils? Je sais qu'il semble difficile de comprendre que l'on ait pu tirer sur des civils, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre que nous menons, parce que c'est bel et bien une guerre, que nous menons au sud Liban contre les forces terroristes du Hezbollah, est une guerre très difficile, parce que nous avons affaire à un des ennemis de la pire espèce que nous ayons jamais dû affronter dans notre histoire. Un ennemi qui n'a aucun tabou, qui n'hésite pas à utiliser les civils comme bouclier. Si nous avons appelé tout au long de cette semaine les civils à quitter ces régions, la décision d'avoir appelé un tel exode n'était pas facile pour nous. Mais si nous avions pris cette décision, c'est parce que nous savions justement que le Hezbollah utilisait sciemment et délibérément les civils comme boucliers. Quelques minutes avant que nous ayons entamé ces combats d'artillerie, les forces du Hezbollah avaient, en dépit du mandat de la FINUL, qui est justement d'empêcher de tels tirs, avaient utilisé ce bastion de la FINUL dans lequel se trouvaient ces réfugiés comme position pour tirer contre notre frontière. C'est la raison pour laquelle l'artillerie a dirigé ses tirs contre ce bastion. Vous savez que Monsieur Saada, si je comprends bien, vous avez tiré volontairement et directement sur ce camp. Ce n'est pas une erreur militaire, c'était volontaire. Bien entendu, si nous savions que dans ce camp il y avait tant de civils, nous aurions pris le choix difficile de renoncer à exercer notre droit de riposte légitime. Mais bien entendu, au moment où nous avons tiré sur ce camp, nous ne savions pas le nombre si important de civils qui se trouvaient. Je rappelle que nous avons pris bien soin tout au long de la semaine, parce que nous savions que le Hezbollah utilisait les civils comme bouclier, d'appeler les civils, avant que nous tirions, d'appeler les civils à quitter ces régions difficiles. Lorsque le Hezbollah utilise un bastion comme celui-ci, où il savait délibérément qu'il y avait tellement de civils à l'intérieur, ce n'est pas pour rien. Ils ont tiré pour que nous ripostions sur cet endroit et pour qu'une tragédie comme celle qui a eu lieu hier s'effectue. C'est quelque chose vraiment de terrible. Avez-vous l'intention de tirer à nouveau sur des
camp de civils si vous avez la conviction que des gens du Hezbollah sont toujours cachés, pas très loin, et se servent de ces civils comme boucliers? Bien entendu, non. Nous avons bien montré tout au long de cette semaine que nous avons déployé les efforts maximaux, pour essayer justement d'éviter de tomber dans ce piège que nous tend le Hezbollah. Nous avons fait tout au long de la semaine des opérations dites chirurgicales pour essayer justement de viser au maximum des points précis pour empêcher justement qu'une telle tragédie puisse s'effectuer. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, dans l'avenir, nous allons dédoubler encore nos efforts pour éviter que de telles tragédies, parce que nous ne sommes pas intéressés à ces tragédies. Le peuple libanais n'est pas notre ennemi. Nous disons au peuple libanais, nous disons au gouvernement libanais, assurez votre souveraineté dans le Sud. Faites en sorte que le Sud ne soit plus un sanctuaire terroriste. Aidez-nous à empêcher que ces terroristes puissent utiliser votre territoire pour attaquer notre frontière et notre territoire, et la paix viendra. Nous n'avons absolument aucune revendication territoriale sur le Liban. Nous avons prouvé dans les 2 dernières années notre volonté de paix pour toute la région. Nous voulons la paix. À combien évaluez-vous le nombre de militants et de sympathisants du Hezbollah dans le Sud-Liban? Il y a, semble-t-il, entre 2000 et 3000 militants actifs du Hezbollah. Vous savez que le gouvernement libanais a, au cours des 5 dernières années, désarmé près de 38 000 miliciens, un petit peu moins que 40 000 miliciens, sauf les 3 000 miliciens du Hezbollah. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que le gouvernement libanais veut continuer à exploiter le Hezbollah contre nous. Alors nous disons au gouvernement libanais, il faut que vous preniez vos responsabilités. On ne peut pas concevoir que le territoire libanais continue de servir de sanctuaire pour les attaques contre notre pays. Mais aucun pays au monde. Comment la toute-puissante armée israélienne n'est pas capable de venir à bout de ces 2 ou 3 000 terroristes? Pour ces mêmes raisons qui nous ont conduit à cette tragédie aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas affaire à une armée en face de nous. Ce n'est pas l'armée libanaise qui s'oppose à nous. Ce qui s'oppose à nous, ce sont des terroristes de la pire espèce, comme je disais tout à l'heure, qui n'hésitent pas à utiliser des zones à forte population civile, des ambulances, des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, pour s'en servir, pour tirer, pour les transformer en position militaire, pour tirer contre nous. Or, nous ne pouvons pas faire preuve de la même technique qu'eux. Nous ne pouvons pas bombarder inconsidérément des zones à population civile. Ce n'est pas notre objectif, nous le répétons. Même si vous l'avez fait hier. Oui, la tragédie d'hier a bien montré les limites de cette politique. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que si nous avions l'intention d'utiliser les mêmes armes que le Hezbollah, je crois que depuis très longtemps, le Hezbollah, comme vous le disiez vous-même, la puissance de notre armée est suffisante pour venir à bout du Hezbollah. Mais nous ne voulons pas utiliser les mêmes armes qu'eux. Même si malheureusement hier, la tragédie a prouvé que dans ce cas précis, ils ont réussi à nous pousser à exercer notre droit de riposte sur un lieu où il y avait tant de civils. Merci, M. Saada. Je vous remercie. Au revoir. M. Daniel Saada est le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Il est 8h42. À CKC 730, les points chauds à toutes les 10 minutes. Monsieur Lacasse, c'est à vous. Oui, une chronique de circulation en un temps record. Tout ce qui reste Rive-Sud, c'est un petit peu d'hésitation Champlain par la 10, c'est tout. Ailleurs, c'est vert. Laval, il n'y a pas eu d'heure de pointe. Voie rapide, un peu dense autour du rond-point des Caries. Et Ville-Marie vers le centre-ville, très lourd. Voie de droite pour la sortie de la montagne. De Météo Média, Marie-Paul Cupens. Mais encore un petit peu de soleil ce matin. Les nuages vont s'amener graduellement cet après-midi. Faible possibilité d'averse pour l'instant, environ 40 %, maximum de 16 degrés. Risque d'orage à surveiller, surtout en soirée. Demain, encore du temps nuageux avec des percées de soleil. Faible possibilité d'averse autour de 40 % encore. Mais ça va augmenter à 70 % pour dimanche. Évidemment, ce sera nuageux avec encore quelques éclaircies, mais plutôt discrètes. Maximum de 18 pour les 2 jours. Il fait encore 8 degrés au centre-ville de Montréal. Les points chauds, présentés par Toyota. Pièces et services. Une Toyota, c'est chez un concessionnaire Toyota que ça se répare et s'entretient. OK, là? Jusqu'à 9h30, Paul Arcand vous informe sur les événements qui façonnent votre quotidien à CKC 730. 8h52 minutes. La chanteuse française Régine et son fils Lionel risquent, paraît-il, jusqu'à 20 ans de prison et 250 000 $ d'amende pour avoir perturbé un vol de la compagnie American Airlines au point d'obliger le capitaine à faire un atterrissage imprévu à Boston. Semble-t-il que le fils de la chanteuse voulait fumer à bord de l'appareil. Avec nous ce matin, M. Philippe Di Domenico, qui est l'avocat de Régine. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quelle est la version des faits de Régine? C'est complètement au contraire de ce que s'est passé, ce qui est écrit dans la plainte et ce qui est apparu dans les journaux ici à Boston.
c'est donc, il n'y avait aucune menace, il n'y avait pas de problème causé par Régine ni Lionel. Lionel, quand il a fumé, c'était dans le rang fumeur de l'avion. Ils ont acheté les billets fumeurs, mais ils étaient refusés des sièges dans les rangs fumeurs. Il n'y en avait pas assez. Donc, il a essayé de s'arranger. Et puis, avant de partir, ils ont dit qu'il pouvait s'arranger. Mais donc, quand il a allumé une cigarette, sa petite fille de 7 ans était dans la toilette. Il profitait juste à côté, dans le rang 11 de l'appareil de fumée. Et c'est là, de là que les problèmes ont commencé. Il y a une hôtesse qui est venue lui dire que c'était interdit de fumer debout. Et il a dit que, mais comment ça se fait? Je peux fumer à nulle part. Donc, il a tiré 3 fois sur la cigarette et finalement, avec un peu plus de paroles, un peu plus excité de l'hôtesse, il a dit, bon, voilà, il a donné la cigarette, c'était éteint. Et puis, il a pris la main de sa petite fille, de sa fille de 7 ans, et ce soir, il est assis à sa place. Et puis, c'est tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a eu bousculade dans l'avion? Comment? Est-ce qu'il y a eu bousculade? Est-ce qu'on sait... est-ce qu'il a frappé quelqu'un? Pas du tout. Il a touché personne. Et ni Madame, ni Régine, personne a touché personne. Assault, en anglais, ça peut dire faire peur aussi. Et c'est évidemment ça ce qu'ils avaient l'intention de dire dans la plainte. Mais c'est pas du tout il n'y avait pas du tout de contact physique. Alors pourquoi le pilote a-t-il posé l'appareil à Boston? On se demande, monsieur, exactement pourquoi le capitaine a décidé de détourner l'avion de l'inconvénience de 250 personnes pour une cigarette. On se demande pourquoi, on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont passibles de 20 ans de prison et jusqu'à 250 000 $ d'amende? C'est vrai que la pénalité maximum, selon le statut de loi avec lequel ils sont chargés, qui est un chapitre qui couvre la juridiction des avions, la pénalité marquée dans ce statut maximum, c'est 20 ans de prison et 250 $ d'amende. Mais comme vous savez bien, et comme tout le monde sait, les pénalités maximum pour certains crimes sont... c'est pas toujours le maximum que les gens reçoivent. Dans ce cas-là, je dirais que c'est pas probable du tout qu'ils vont recevoir même un jour de prison. Et la comparution est prévue pour quand? À quel moment doivent-ils revenir devant le tribunal? À 11h ce matin, à Boston, on a une audience qui va décider pas mal de choses. Donc, on va discuter les conditions de leur liberté en attendant le procès. On a essayé de s'arranger avec les procureurs, mais pour l'instant, on n'a pas eu, on n'est pas réussi à trouver une entente. Et donc, ça peut. Je crois que mes clients vont pouvoir partir aujourd'hui, mais on est optimiste. Le juge. Il était juge Smartwood, il était vraiment, j'ai l'impression qu'il comprend que c'était une histoire qui était une escalade d'un petit incident qui pouvait très bien être résolu dans l'avion sans atterrir à Boston. Donc, à mon avis, donc je crois qu'il comprend et on espère de pouvoir s'arranger aujourd'hui. TV Hebdo tout en couleur, le magazine complet du divertissement, vous présente sa chroniqueuse Thérèse Parisien. Oh, oui, bonjour Madame Parisien. Bonjour Monsieur Arcan. Alors ce matin. Alors ce soir. Ce soir, oui, mais ce soir. Ce matin, je vous parle de ce soir parce qu'il y a chambre. Oui. Oh, écoute. Je le sais. Mais très fort. Je vais te raconter quelque chose, tu ne me croiras pas. Quoi? Tu ne me croiras pas. Tu sais, hier, on s'est parlé et tu m'as dit, si jamais quelqu'un vient sonner chez moi pendant Omerta, je fais un drame. Je ne réponds pas de mes actes. Je ne réponds pas de mes actes si quelqu'un me dérange ou me téléphone. Oui. Et hier soir, je m'installe pour écouter Omerta. Oui, absolument. Et je suis installée comme une patate de sofa et ça sonne à la porte. Et là, je suis certaine que étrangement, je suis certaine que c'est mon chum qui a entendu. Tu sais, je suis certaine que quelqu'un me dérange pour le
pour le fun, là, tu sais, c'est pour le plaisir, juste pour, bon. Ben tiens-toi bien, c'était les témoins de Jéhovah. Non. Et quand j'ai ouvert, j'ai dit c'est Omerta. C'est tout ce que j'ai dit. J'étais certaine que c'était une blague. Et là, ils m'ont montré le réveillez-vous. Puis j'ai dit, bon, je suis désolée. J'ai refermé la porte. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, j'ai manqué, évidemment, le petit bout où, à un moment donné, là, vers le milieu, en tout cas, il s'est passé quelque chose. J'ai senti que s'était passé quelque chose. Alors, c'était très bon. Je pense une une excellente Ce soir, série. donc. Ce soir, donc, c'est Chambre en ville. Je vous parle de Chambre en ville. Je vous ai peu parlé de Chambre en ville. Mais Chambre en ville achève sa carrière. Et malgré le fait qu'il y a eu des hauts et des bas et que, bon, c'est un téléroman qui a eu des forces et des faiblesses, et le succès de ce téléroman-là ne s'est jamais démenti. On a eu au-delà d'1 million, parfois au-delà de 2, et parfois plus encore, et on a eu vraiment des codes d'écoute extraordinaire pour le réseau TVA. Je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est que ce soir, il y a Julie Deslauriers qui joue, en fait, son dernier épisode. C'est pas tout à fait son dernier parce qu'on triche un peu la semaine prochaine. Il y a des gens qui vont la voir en rêve, enfin, qui vont penser à elle, mais c'est son dernier épisode. Elle ne meurt pas dans cet épisode-là. L'auteur, Sylvie Payette, a eu j'allais dire la pudeur et peut-être la décence, mais la pudeur surtout de ne pas faire mourir son personnage parce que Sylvie Payette aimait beaucoup ce personnage-là et n'arrivait peut-être pas à le faire mourir. En tout cas, moi, elle m'en a parlé. Elle m'a dit c'est extrêmement difficile. Alors j'ai préféré que ça se fasse entre deux, évidemment entre deux épisodes. On devine ce soir. Vous allez voir que Julie Deslauriers, qui était en nomination d'ailleurs pour les Oscars, pas pour les Oscars, pour nos Oscars à nous autres, en fait, pour les Métrostars. Quel beau lapsus, ça va être contente. Mais Julie Deslauriers était en nomination pour meilleur second rôle. Mais je pense que c'est très important ce soir. Là, si vous ne l'avez jamais vu jouer, mais ce soir évidemment ça pleure beaucoup. C'est très émouvant comme épisode. Et Sylvie Payette me disait que les derniers épisodes qu'ils ont tournés, c'était incroyablement difficile. Ça pleurait, les gens avaient de la difficulté parce que rappelez-vous que les comédiens qui sont entrés dans Chambre en ville il y a 8 ans, parce que c'est la 8e saison, c'est l'enfin, selon la façon dont vous le calculez, c'est la 8e saison, les comédiens de Chambre en ville sont entrés là, on ne les connaissait pas pour la majorité oui, c'était leur premier rôle. C'était leur premier rôle. Rappelez-vous, Patricia Paquin, c'est là qu'elle a commencé. Pascal Bussière a joué dans Chambre en ville, les gens ont tendance à l'oublier, elle n'était pas connue du tout à l'époque. Alors, je pense que c'est important de le souligner, ça achève, il reste quelques émissions. Caroline est de plus en plus faible, donc ça commence ce soir. C'est à TVA, c'est à 19h. Et c'était vraiment le succès de Sylvie Payette dans ce cas-là. Ce soir aussi, je vous parle du match de la vie parce qu'à 21h à TVA, si vous ne connaissez pas, si vous connaissez juste Jasmine, évidemment, la policière, oui. Vous allez apprendre à connaître un petit peu plus Linda Malo parce que Claude Charron a réalisé une entrevue avec elle et il lui parle de toutes sortes de choses évidemment et il aborde les sujets très controversés qu'aborde Jasmine. D'ailleurs, vous recevez quelqu'un de l'émission. Oui, Jessie Lauzon. J'ai même pas parlé, j'ai pas été capable. J'ai pas été capable de faire la différence entre son rôle et je l'ai tout d'un coup là, mais je l'aime beaucoup quand même. Et ce soir aussi, Innocence, c'est le 3e épisode, 21h TQS et Justine s'en rend compte son ex-patient, le jeune blond qui est joué par Michel Daigle, puis il est pas malade à peu près. Vous allez voir ça ce soir. Merci, Mme Parisien. Salut bien, bonne journée. Dans 2 minutes, 9h. Pour un choix plus éclairé de vos émissions télé, choisissez TV Hebdo, tout en couleur. TV Hebdo, le magazine complet du divertissement. Petro-Canada présente les aventures Petro-Point. Bonjour. Bien, monsieur est déjà rentré? Ici? Ben oui, je suis déjà rentré souvent, c'est chez nous. Mon épouse est-elle ici? C'est-à-dire que... Mais elle est dans la chambre en train de me tromper. Eh non, vous n'êtes pas en train de vous tromper. Je m'en vais lui dire 2 mots. Oh mon Dieu! Cendrier puis Papadam! C'est les 2 seuls mots qui me sont venus à l'esprit. Je suis un peu distrait car je reviens de chez Petro-Canada. Ils ont les nouveaux Petro-Points gagnants. Vraiment? Chaque fois que vous demandez vos Petro-Points, vous courez la chance de gagner une des 10 Plymouth Breeze 96. Chérie, c'est vrai, une Plymouth Breeze? Ah, toi, ne me parle pas. Tu me trompes, Plymouth Breeze le cœur. Et en plus, on peut gagner jusqu'à 50 000 Petro-Points. CKC 730, Montréal. Il est 9h03. Voici Mégo. Bonjour. Le chef d'orchestre. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Mégo? Ah, ça, c'est une vieille histoire. C'est que dans mes premiers groupes de rock and roll, quand j'étais au piano, je fumais tout le temps. Puis je fumais en jouant autant d'un soundcheck que pendant le spectacle, ce qui fait qu'après le spectacle, je me retrouvais toujours avec une vingtaine de mégots à l'entour du piano. Puis c'est de là que c'est venu. Et en plus, mon nom de famille, c'est Lemay. Ça fait que ça a passé à Lemay, le mégot, puis le a sauté. C'est comme ça que ça s'est... C'est pour ça qu'on vous appelle Mégo. C'est de là que ça sort. Vous accompagnez Céline Dion partout. Ouais.
Oui, vraiment partout. Partout? Oui. Vous faites des spectacles avec elle? Oui. Promenez partout à travers le monde? Oui. Parlez-nous, on parlera de vous après, parlez-nous de l'impact de Céline Dion dans le monde. Je me demande si les gens ici se rendent compte à quel point c'est gros, Céline. Par exemple, moi, bon, là, on arrive d'Australie. Là, avant de faire le Centre Molson, on a fait des spectacles en Australie. C'est l'autre bout du monde, là, l'Australie. Tu sais, puis on se dit, ouais, elle doit être connue, mais... on a fait des salles qui sont équivalentes au Centre Molson, là, mais c'est 18 000 personnes. Par exemple, à Sydney, on joue 2 soirs dans des salles comme le Forum. Là. Melbourne, la même chose, on joue 2 soirs là. On a fait une tournée d'une dizaine de spectacles. C'est rempli partout. Les gens aiment le show. C'est quelque chose. C'est un gros phénomène. On regarde juste aux États-Unis, tu sais, tout le phénomène de cette chanson-là, la dernière chanson, Because You Loved Me. C'est vraiment un gros... ça bat des records. Là. Je pense que c'est la 5e ou la 6e semaine que c'est numéro 1. Puis c'est rendu vraiment gros. C'est vraiment une grosse vedette internationale. C'est vraiment une grosse vedette internationale, oui. Est-ce qu'elle a changé? Non. Elle reste encore la petite fille de Charlemagne, tellement fine, tellement facile à travailler avec, tellement généreuse. Non, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Vocalement, elle a changé. Elle s'améliore, elle est plus sûre d'elle, elle est plus en possession de ses moyens, elle est plus mature. T'sais. Est-ce que votre travail avec elle, ça devient comme une routine ou si à chaque soir, vous devez recommencer? Non, ça peut pas devenir une routine avec Céline parce que dans chaque pays où on joue, on fait un show différent. Tu sais, si on va jouer en France, on fait pas le même show qu'on fait en Angleterre, ou qu'on fait au Japon, ou qu'on fait en Australie, ou qu'on fait au Québec. Donc, il peut pas jamais avoir de routine. T'sais. Quand tu te promènes en Europe, on fait des tournées de 2 mois et demi, 3 mois en Europe. Les distances sont tellement courtes. Tu fais peut-être 15 spectacles en France et après, tu t'en vas, je sais pas, en Suède, en Norvège. Là, tu fais tous les pays de la Scandinavie où ils connaissent d'autres chansons que les chansons qui sont connues en France. T'sais. L'album 2 en France, c'est ce qui est le plus connu en ce moment, quoique son nouvel album anglais s'en vient assez fort. Mais, si tu veux, en Norvège, c'est Color of My Love qui est connu. Donc, on va fouiller. On a monté beaucoup de chansons d'à peu près tous ces longs jeux, donc on peut jouer là-dedans. Là. Puis on essaye de faire un spectacle où les gens du pays vont entendre les chansons qu'ils veulent entendre. Vous étiez là le soir où elle a manqué de voix. Oui. Ben ça, moi là-dessus, je sais qu'on en a fait une grosse histoire, mais dans le fond, combien de personnes qui travaillent peuvent dire qu'ils ont manqué une journée sur 2 ans de travail, là, tu sais? Comment vous avez réagi? Là, vous l'avez vécu au fur et à mesure? Oui. Vous voulez dire comment j'ai réagi à cette chose-là? Quand vous avez senti là, que ça allait pas? Ben écoute, c'était comme... c'était une fatigue accumulée, c'est sûr. Puis elle, automatiquement, son instrument, c'est les cordes vocales. C'est dans les cordes vocales que ça a tombé. C'est un spectacle qu'on a remis à la fin de la tournée. Ça n'a pas fait une grosse histoire. Je pense que ça a fait une plus grosse histoire ici que ça a fait une histoire dans la tournée. T'sais. Et quand elle est sortie à un des spectacles, puis qu'elle est revenue, puis elle a dit au public, j'ai plus de voix, mais les gens ont réagi en chantant avec elle. Oui, puis en applaudissant, puis ils comprenaient ce qui y arrivait. Ça devait être un moment assez extraordinaire. Oui, c'est assez émouvant. Ce genre de choses-là, d'imprévu, là, ça reste... Puis Céline deal bien avec ça. Puis on est revenu 1 mois après. Puis tout le monde était content. Puis c'est drôle parce que la façon qu'elle a présenté le spectacle, la première fois qu'elle parle au public, cette fois-là, le jour où elle est revenue, c'était bien chaleureux. Puis elle disait, ça fait longtemps qu'on s'attend. Hein, puis tout ça. Puis donc, le public a été dans sa main tout de suite. Là. Elle a eu le public dans sa main très rapidement. Est-ce qu'on a peur, quand on travaille avec une artiste comme ça, quand elle devient une grande star, qu'elle est, quand elle est soutenue par une grosse machine, de dire, ils vont me tasser, ils vont faire venir un chef d'orchestre d'ailleurs, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a eu peur de ça? Ça m'est déjà passé par la tête, c'est sûr, c'est vrai.
Par contre, ben, c'est à nous autres de venir de meilleur en meilleur. Puis, je pense que, je veux dire, c'est à moi de me planter, tu sais, dans le fond. Mais je sais très bien, par contre, que ça fait 9 ans que j'étais avec Céline, ou 10 ans, là, je compte plus les années. Il reste qu'on a quand même une complicité qui est difficile à acquérir, tu sais, rapidement, là, tu sais. Céline, sur la scène, on n'a plus besoin de se parler, on n'a plus besoin, tu sais, on se regarde, puis on se comprend, là, tu sais. Donc, c'est le genre de choses que tu peux pas trouver là, rapidement, même si tu vas chercher le meilleur, tu sais, le meilleur musicien au monde, là, tu sais. Si le spectacle, lui, je pense qu'un spectacle, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble pour le même but. Tu sais. Mais en même temps, est-ce que ça vous ouvre des portes? Est-ce que d'autres disent, oui, c'est sûr que ça nous Mégo, ouvre des c'est le portes. chef d'orchestre de Céline, d'autres seraient intéressés à vous avoir? Oui, c'est sûr. C'est sûr. On rencontre beaucoup de gens, puis beaucoup de gens veulent jouer avec Céline aussi, tu sais. Donc, oui, ça... Avez-vous eu des propositions? Des propositions vraiment sérieuses, non, mais on rencontre beaucoup de gens à Los Angeles en faisant, par exemple, sur le dernier album de Céline, on a joué avec, les musiciens de Céline ont joué avec David Foster sur la chanson All By Myself. C'est des portes qui ouvrent. Faites-vous les disques avec elle aussi? On a fait justement la dernière chanson, là, puis non, depuis les 3 derniers albums, on n'a rien fait. Là. Pourquoi? Ben parce que quand Céline décide que le producteur sera David Foster ou sera n'importe quel producteur, c'est normal que ce gars-là, ou Jean-Jacques Goldman par exemple, c'est normal que ce gars-là prenne l'équipe avec qui il est habitué de travailler. T'sais. Moi, je fais la même chose ici. T'sais. Si je fais un album avec quelqu'un, je vais prendre des musiciens avec qui je suis habitué de travailler. C'est juste une... tu sais, déplacer 9 personnes à Los Angeles ou à Londres ou à Paris pour aller faire des tracks, c'est pas... moi, je pense pas que c'est nécessaire, t'sais. Surtout quand les producteurs sont habitués, eux, avec leurs musiciens. Par contre, on a fait un album live à l'Olympia il y a 2 ans et on vient tout juste d'en faire un autre là, à Paris. Je sais pas quand est-ce qu'ils sont les projets de René de le sortir, mais il est fait. Habituellement, oui. Est-ce que vous souhaitez rester avec elle le plus longtemps possible ou vous vous dites, bon, là, ça fait quoi, 10 ans, va falloir, je pense, à faire autre chose, ou si vous voulez vraiment la suivre au maximum? Moi, je pense que je veux encore continuer avec elle tant qu'elle va continuer. Parce que c'est une belle vie, tu sais. C'est quand même une belle vie. En quoi c'est une belle vie? Racontez-nous ça. Si t'aimes voyager. Donc, vous aimez voyager? En partant, c'est ça. Si t'aimes voyager, c'est agréable. On est très bien traité, on est toujours dans des hôtels luxueux et on est bien traité partout. On est reçu comme des rois partout où on va. C'est une vie qui est de plus en plus agréable. En plus, moi, ma femme est chorégraphe et c'est elle qui fait les chorégraphies pour les choristes, pour les choristes de Céline. Et pour quelques surprises, là, comme on a vu au forum, là, la chorale, c'est elle qui met ça en place. Donc là, maintenant, elle va me suivre en tournée, ce qui va rendre encore la chose plus agréable. Là, parce que c'est sûr que la tournée, c'est pas toujours facile. En tant que quand tu as une famille ou quand tu as une femme qui reste ici ou que tu as des enfants, c'est pas facile la tournée. Là, je le présente comme étant bien beau puis bien agréable, mais il reste que quand tu es tout seul dans ton... puis que tu voyages de nuit d'une ville à l'autre, parce que, disons que tu fais Paris-Lyon, ben entre Paris et Lyon, il faut que tu le voyages, là, ce Paris-Lyon-là. Nous, on voyage en ce qu'on appelle les tour bus, là, des autobus de tournée. Et, tu sais, il y a des fois, là, que quand tu es tout seul dans ton bunk, qu'on appelle ta couchette, là, tu sais, des fois, le temps est long. Avez-vous le temps de visiter un peu? Oui, on a le temps. Oui. Céline fait généralement une moyenne de 4 spectacles par semaine. Donc, s'il n'y a pas trop de voyagement, on a le temps de visiter.
c'est sûr que s'il y a de longues distances entre les villes... Alors, faites pas simplement la navette entre l'hôtel et l'amphithéâtre. Non. Promenez un peu. Oui, on se promène. Quel est le pays que vous aimez le plus? Je dirais les villes que j'aime le plus. Oui. Je dirais que... en fait, le pays, l'Australie, j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé l'Australie. Ça nous ressemble beaucoup. Les gens nous ressemblent beaucoup. Tu sais, au Québec, on est un pays qui est réputé comme où il n'y a pas trop d'agressivité et tout ça. L'Australie, encore moins, c'est encore moins de violence, encore moins d'agressivité. Puis, tu sais, de faire 10 minutes de taxi puis d'être sur le bord de la plage, là... c'est pas mal. C'est tentant. On s'arrête pour une pause. Notre invité ce matin, Mégo, il est 9h14. 9h17 minutes. Mégo est avec nous ce matin, le chef d'orchestre de Céline Dion. On parlait tantôt de l'Australie. Quelles sont les autres villes que vous aimez? Oui, dans la tournée européenne, il y a 2 villes, moi, qui m'ont vraiment accroché. C'est Dublin, en Irlande, et Copenhague, au Danemark. Pourquoi ces 2 villes-là? Dublin, là, c'est une ville, premièrement, qui est très jeune. Hein? Je pense que c'est 60 ou 70% des gens qui vivent à Dublin ont 30 ans ou moins. Alors, c'est une ville qui est bien jeune, qui est bien active et partout dans les pubs où tu vas, il y a toujours de la musique, il y a toujours des musiciens qui sont à une table puis qui jouent, tu sais, puis il y a une ambiance là, dans cette ville-là qui est assez unique. Puis Copenhague, ben c'est une belle ville, puis et que les filles sont belles. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Moi, j'ai commencé quand j'étais à 8 ou 9 ans. Il y avait comme des genres d'auditions qui se passaient dans toutes les écoles ici à Montréal. Puis j'ai été approché pour être chez les Petits Chanteurs du Mont-Royal, pour aller dans les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Et finalement, après toutes les auditions, tout ça, j'ai passé les auditions et on m'a offert d'y aller. Puis mes parents m'ont laissé le choix d'y aller ou de pas y aller. Et j'ai pris la décision d'y aller. Puis j'ai été 4 ans, de l'âge de 9 ans à 13 ans à peu près. C'est vraiment là que j'ai appris la base de la musique. On chantait tous les jours. On faisait à peu près 2 heures de musique par jour, 3 heures, en plus des cours réguliers. Là. Donc, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé. C'est là que vous avez pensé à faire un métier? Non, pas encore. Pas encore? Non. Après ça, là, j'avais 13-14 ans. Là, j'ai monté mes premiers bands de rock and roll puis à jouer dans les salles de danse. Aviez-vous des noms étranges? Dans les salles. Oui. Comme quoi? Attendez, les Fruits. Les fruits. Ça, c'était le premier groupe que j'ai été. Après ça, j'ai été dans un groupe qui s'appelait Jude Tree. Après ça, j'ai été dans un groupe. Là, on arrive maintenant plus là, dans l'époque Harmonium. Là. Après, j'ai été dans un groupe qui s'appelait Pollen, qui a eu un certain succès. Et puis après ça, là, j'ai commencé à jouer avec des artistes. Mais le premier artiste avec qui j'ai joué, c'était Raoul Duguay. La Abitibi, tout ça? La Abitibi, c'est ça. Puis Vivant avec tout le monde au Saint-Denis, là, ça, c'était le premier album là, que j'ai fait avec un artiste. Est-ce que vous auriez aimé avoir une carrière de chanteur? Non. 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 Je me suis toujours senti mieux, si tu veux, derrière quelqu'un, mais que ces gens-là se sentent vraiment appuyés. J'essaie d'être plus qu'un simple accompagnateur, mais de m'impliquer dans toutes les shows. Par exemple, avec Céline, on discute souvent du show, qu'est-ce qu'on fait avec, tout ça. Puis il y a été un bout de temps aussi, dans le premier show que j'ai fait avec Céline, qui était le show Incognito, où je faisais 20 minutes d'imitation, puis je parodiais un gars de piano bar, puis en tout cas, je faisais toutes sortes de folies, pendant qu'elle allait se changer pour se déguiser en Ginette Renault, ou en Marjo, ou en Calimité, à ce moment-là. Fait que j'ai toujours aimé m'impliquer dans un show, puis mais pas être juste derrière. Là. Donc être présent, là, vraiment très présent. Vraiment présent, oui. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ont des enfants ou des adolescents qui aiment beaucoup la musique, et les parents ont souvent peut-être le réflexe de dire, écoute, là, ça va passer, il peut pas gagner sa vie avec ça. Vous êtes un exemple. Premièrement, je leur dis qu'ils se trompent, là. Puis qu'ils devraient laisser la chance à leur enfant en lui donnant, je sais pas, des cours de piano ou de l'instrument que cet enfant-là veut faire. C'est de le laisser aller, c'est important de lui donner les outils pour
pour arriver à quelque chose. C'est pas facile, c'est de moins en moins facile. C'est un métier dur. Oui, parce que quand on devient connu, ça va bien, tu sais, mais il y a eu comme bien des années de vache maigre là, avant d'arriver à quelque chose. Tu sais. Mais, vous en avez arraché, oui? Ah oui, j'en ai arraché. Ah oui, j'en ai arraché. Vraiment. Au point à penser faire autre chose ou... J'ai fait autre chose. Vous avez fait autre chose? Ah oui, j'ai déjà travaillé dans l'arpentage, là, parce que la musique, ça ne marchait pas. Mais par contre, je me suis aperçu que quand on commence à s'éparpiller, là, c'est là que ça marche pas. Là. Tu sais, la musique, c'est dur, mais si on fonce puis si on veut, il y a quelque chose qui va arriver, d'après moi. Ça prend beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de travail, oui. Parce qu'on le disait tantôt pendant la pause, le succès, tu n'as pas ça comme ça. Céline Dion, ça travaille, ça aussi. Ah, Céline, c'est... oui. Puis je pense que tout le monde le voit, comment est-ce qu'elle travaille. Là. Souvent, quand elle revient de tourner, les gens disent... Nous sommes inquiets de sa santé, monsieur. Et qu'elle a l'air fatiguée. Est-ce qu'elle l'est? Oui, parce qu'elle travaille fort. Elle travaille vraiment fort. Est-ce qu'elle travaille trop? Comme là... Ben, elle est assez grande pour prendre des vacances quand c'est le temps de prendre des vacances. Tu sais, elle travaille trop. Je dirais qu'elle travaille beaucoup, mais c'est proportionnel au succès qu'elle a aussi. Tu sais. C'est pas un succès qui est venu tout seul. Il y a le talent, c'est sûr. Il y a les affaires dont René s'occupe à merveille. Et il y a aussi le travail, les interviews qu'elle donne partout. C'est toute la promotion. Par exemple, en ce moment, elle est en Europe en train de faire la promotion du dernier album anglais. C'est encore du travail, ça. Elle, 3 jours après les shows du Centre Molson, elle prenait l'avion pour l'Europe et préparer le terrain pour notre tournée d'automne. Céline vous tient très occupée. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire le talk show de Patrice Lécuyer? Parce que Patrice, c'est un grand chum. C'est un ami. C'est un projet qu'on caressait depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose que je tenais à faire. Et ça suppose évidemment que vous étiez à l'autre bout du monde à un moment donné, vous deviez revenir à Montréal pour faire l'émission. Ouais. Oui, mais c'est correct, ça. C'est correct, c'est un plaisir. Puis, comme je t'ai dit, on est tellement chum. Puis, ce qui me décevait, c'est de ne pas être là tout le temps. T'sais. Mais, écoute, les choses étant ce qu'elles sont. Revenez-vous l'an prochain? L'an prochain, ben, on va discuter là, justement de ça. J'espère bien. Par contre, il risque d'avoir encore des conflits d'horaire. Alors, on va discuter de ça. Là. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui a peur en avion? Non. Sauf qu'il y a des fois que ça brasse, là, en arrivant à Détroit, là, par exemple. Je toujours me souvenir d'une fois à Détroit où c'était tellement venteux, là, puis c'était épeurant un petit peu. Là. Vous avez eu peur dans l'avion? Ben, un peu, là, à l'atterrissage, là, ça brassait, comme on dit. Alors, quand vous prenez des vacances, vous faites quoi? Je vais dans le sud. Non, j'ai un hobby qui est... je fais de la plongée sous-marine. Puis c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait que, généralement, ce que je fais quand je suis en vacances, c'est que je prends une semaine chez moi, là, ou 2, là, pour relaxer comme il faut. Puis après, je peux partir une semaine ou 2 faire de la plongée sous-marine. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Ben, c'est un plaisir. Mégo. Monsieur Lemay. C'est comme ça qu'il faut vous appeler aussi. Ben oui. Sur vos papiers, c'est ça? C'est ça. Le chef d'orchestre de Céline Dion. Bonne fin de semaine, tout le monde. On est de retour lundi. Et lundi, à 9h, on vous présente une entrevue avec Jacques Vergès, une entrevue qu'on a fait à Paris. Et ça a été l'avocat de Klaus Barbie et du terroriste Carlos. Bonne fin de semaine, salut.